waouh, waouh. Oh, ça, c'est une bonne question, on m'a jamais posé. Ouh là là. La meilleure publicité que vous puissiez me faire, c'est que je suis un requin. Vous ne me faites pas de mal. C'est ce côté anthropologie de notre terre, des origines, des Caraïbes, de l'Afrique et tout. Et je le redis, il faut qu'on se soutienne. Quand on revend comme ça, on est sur quoi? Sur des milliers d'euros? Sur des dizaines de milliers? Sur des millions? Des millions, forcément. Des millions? Des millions d'euros. D'accord. Fernand Lopez, merci de nous inviter chez vous. Est-ce que je peux vous tutoyer ou vous voyez? Je pense que ça va être plus simple qu'on se tutoie. D'accord. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi je vais bien. Aujourd'hui, on fait une interview qui s'appelle Entrée de jeu. Entrée de jeu, ça symbolise pour nous le fait de jouer, de découvrir aussi ton parcours, découvrir ta vie, découvrir ta vision, et en même temps d'avoir parfois des jeux de stratégie. Aujourd'hui, c'est un jeu de dames qu'on a décidé de prendre et de jouer tout en se renseignant sur ce que tu faisais. Donc, je te remercie vraiment de nous accueillir au sein de chez toi. Pour nous, c'est un honneur. Avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va dire l'écosystème. On peut l'appeler quoi? L'écosystème Fernand Lopez, l'écosystème MMA Factory, ça s'appelle quoi? Cet écosystème, on lui donne quel nom? Ou l'empire? Écosystème ou empire? Non. Empire, un mot très fort. Ouais. Il faut avoir compris des vraies choses, des choses qui ont sens pour que ça devienne un empire. Non, je pense juste que c'est ce qu'on a fait avec mes gars, avec ma team, c'était de mettre en place un projet qui avait tous les éléments qui sont un peu auxiliaires et qui permettent de faire vivre le projet et qu'on puisse l'avoir en autonomie, qu'on puisse pas pour vivre en autarcie, mais juste qu'on soit capable de se livrer en fait ce dont on a, ou délivrer ce dont on a besoin nous-mêmes, d'être nos propres dans le domaine du sport ou du management ou de la production ou quoi, de pouvoir nous-mêmes suppléer. Oui, je l'entends. Moi, j'ai l'impression que tu minores un peu ça. Aujourd'hui, j'aimerais reparler du Fernand Lopez, la genèse. Parce que j'imagine qu'on dit que pour savoir où on en est dans le présent et surtout aller savoir où on en est dans le futur, faut aussi savoir d'où on vient. Et Fernand Lopez, il vient d'où? Je viens du Cameroun. Je viens de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je suis né là-bas, au Cameroun, et puis j'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. J'ai 7 frères et sœurs, dont 2 qui nous ont quittés. Papa, enseignant, maman, institutrice, dont on peut la pédagogie souvent. Et puis, bon, voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'était une famille, elle est pas pauvre, c'est une famille de la classe moyenne camerounaise, c'est ça? Oui, c'est dans le sens de la caste que tu as cherché, effectivement. C'est une famille correcte. Je n'ai pas manqué de quoi manger ou dormir ou de toit ou quoi que ce soit. J'ai des parents qui sont bien occupés de nous et sans avoir un besoin matériel, j'ai mangé à ma faim. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, comme je te disais, Fernand, c'est de savoir ce côté apprenant. Il est venu de quoi, d'où? Est-ce que c'est aussi, puisque tu es un père instituteur apparemment? Moi, je veux parler des études aujourd'hui avec tes parents. Quel est ton niveau scolaire? Qu'est-ce que tu retiens le plus? Ce que je retiens, c'est que j'ai toujours été un apprenant. Je le deviens de plus en plus. C'est fou, plus on vieillit et plus on a envie d'apprendre. Peut-être que dans les premières années, les premières années au collège, moi en tout cas, je n'étais pas particulièrement intéressé par les études. Je le faisais pour satisfaire mon papa qui mettait des benchmarks en disant bon, on va commencer à discuter, toi et moi, quand tu vas avoir tel moyenne. Et puis tu dis bon papa, tu m'as demandé 14 de moyenne, c'est bon. Oui, mais tu ne te rends pas compte. Tu le fais, mais tu n'as même pas pris le temps d'étudier, tu l'as fait avec des connaissances de base, tu ne fais pas d'efforts.
Donc, j'avais pas vraiment ce plaisir-là pour les études. Et donc, du coup, je suivais un peu ce qui était recommandé, notamment l'électrotechnique. Et donc, du coup, je le fais. Bon, je prends quand même du plaisir parce que c'est l'électronique, l'électrotechnique, j'aime bien. Tous les jours parce que c'est fonctionnel, l'utilité, c'est bien. Et puis, quand j'arrive ici et que je fais, à ce moment-là, je me mets à travailler sur les métiers de ma première passion, de mon premier diplôme sur l'électrotechnique, et je vais faire, par exemple, j'étais responsable de l'installation des ascenseurs sur le premier hôtel à Euro Disney, la Vallée. Ouais. Et donc, du coup, les câblages, la programmation des ascenseurs, ça c'est, pour parler pratico-pratique, c'est ce que je faisais. Et petit à petit, je fais ma carrière sportive et j'ai une blessure. Je sors de la blessure, mais je veux rester autour du giron du sport. Donc, je suis blessé, je sors du game parce que j'ai une grosse opération au niveau cervical qui me met hors jeu sur le sport, et donc je me mets à faire de l'enseignement. Je remplace mon prof à la salle de sport. C'était à la FFA, de Mathieu Nicourt. Et de là, je vais me dire, tant qu'à faire, puisque j'apprends, puisque je suis en train d'enseigner, il faut que j'apprenne à enseigner. Donc, je vais refaire tout le cursus des diplômes qu'il faut pour pouvoir enseigner, parce qu'il y a une obligation de qualification en France pour enseigner. Donc, je vais faire un brevet d'état sur la lutte, un brevet d'état sur la remise en forme. J'ai fait la promotion de la préparation, le premier diplôme de préparateur physique à l'INSEP. Voilà, tout ce qui était les différents sports qui étaient les composantes du MMA, notamment le Muay Thai. J'ai eu le plus gros diplôme du ministère du Sport, le diplôme d'état supérieur, sur la performance sportive et le pilotage d'un système d'entraînement sur la dimension Muay Thai. La même chose faite de l'autre côté sur le rappel. Et à chaque fois, je suis allé surtout en 360 degrés sur ce qu'il y avait comme étude dessus. Et il y a encore 2 ans, je passais encore un master sur l'ingénierie du sport. Et donc, c'est toujours ça a toujours été la recherche d'aller chercher. Dès que j'ai appris qu'il y avait un truc à l'université de Lorraine où il y avait cette université qui mettait en place un master 2 sur les nouveaux outils pédagogiques autour du sport, de l'analyse et tout, je suis allé dessus. J'ai appelé mon collaborateur Benjamin. J'ai dit, viens, on va s'inscrire sur ce master-là. Ça te dit? On va trouver le temps où on était déjà entrepreneur, mais on y va quand même. On va essayer de trouver du temps. On va s'aménager du temps pour l'avoir. Donc, je ne sais pas si ça vient du fait que j'avais une maman qui était pédagogue, qui enseignait au lycée technique, que j'avais un papa qui était un enseignant à l'université. Je ne sais pas si c'était tout ça, mais en tout cas, ça m'est venu comme ça naturellement et j'ai commencé à enseigner. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu un entraîneur. Au-delà du sport, dans ce que tu viens de me donner, de me décrire, on a l'impression qu'on pourrait appliquer ça dans n'importe quel domaine. Quand on veut, et après je te poserai une autre question. Là, je fais simplement le résumé. Quand on veut être dans, je sais pas, là aujourd'hui c'est le sport, mais je pourrais très bien être sur, je ne sais pas, l'audiovisuel. Ça serait donc d'essayer d'apprendre toutes les composantes de mon domaine pour ensuite pouvoir maîtriser la chaîne de valeur. C'est ça? On doit, je ne sais pas si on doit. En tout cas, c'est ce que moi je choisis de faire. Ce que je choisis de faire, c'est de me dire que si tu veux aller faire quelque chose, fais-le bien. Enfin, essaie de comprendre les éléments tous les enjeux, les tenants et les aboutissants. Le mieux tu es instruit, le plus tu pourras être patron de toi-même et gérer. J'ai jamais aimé l'idée de la vision d'être un salarié. J'ai toujours aimé l'idée d'être indépendant et de pouvoir monter quelque chose, de comprendre le système. Et donc, le bon sens voulait que je me dise, bon, j'arrive en retard.
Il y a des anciens qui sont là. Enfin, mon professeur Mathieu Nicou, il faisait le MMA. Il allait combattre déjà à Londres, au Canada. Je sais même pas c'était quoi le MMA. Quand je découvre le MMA dans sa salle de sport, je suis pas au courant. Enfin, je sais même. Ça fait à peine. Je te parle d'à peine 14 ans peut-être quand j'ai découvert le MMA. Quoi, c'est tout récent. Alors que les grands noms du MMA aujourd'hui dont on parle en France, c'est des gens qui connaissent le MMA depuis une trentaine d'années, qui sont là, qui sont assis, qui sont posés. Moi, je débarque. Donc, je sais qu'il faut que j'apprenne rapidement. Et donc, je me rends compte que quand tu vas enseigner le rugby, on te demande un diplôme. Quand tu vas enseigner la lutte, on te demande un diplôme. Je me rends compte qu'il y a un vide juridique sur le MMA, mais je sais qu'il faut des compétences pour enseigner quand même. Il faut comprendre la biomécanique pour pouvoir protéger les personnes qui pratiquent. Il faut comprendre l'anatomie pour connaître un peu le corps humain. Il faut comprendre le droit du sport pour comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est parce que j'essaie de m'intéresser au droit du sport que je vais avoir le courage et la témérité de faire le premier événement de MMA en France en 2015, septembre 2015 à Paris au Ciné d'hiver. C'est parce que le code pénal dit que pour qu'un truc soit interdit, il faut qu'il y ait une pénalité, prévue pour ça, et puis que ce soit qu'il y ait une faute, et puis qu'il y ait une faute qui soit là, et qu'il y ait une pénalité qu'on te dise que tu es passible de 1 an de prison et de 5 000 € d'amende si tu organises un événement de MMA. Et il n'y a pas ça dans le code pénal. C'est vide complètement. Mais on dit c'est interdit. Je dis mais qui interdit? Je comprends pas comment on interdit. Et donc du coup je vais appeler un ami, Médéric Chapiteau, qui est l'un des pionniers l'une des personnes que je considère comme étant quelqu'un de très calé en termes de pédagogie en France. Et puis je vais contacter d'autres amis avec lesquels on va se mettre en groupe avec des avocats pour faire le premier événement de MMA avec les règles du MMA, avec frappe au sol, cage et tout ce qui va avec en 2015. Et donc, on va le faire, l'événement. Il va avoir lieu au Ciné d'hiver, sold out. Tout se passe dans Il aura quel nom, cet événement? Cage Encounter. Okay. C'est le nom qu'il avait, Cage Encounter. Okay. Et donc, cet événement-là, on le fait comme un acte politique. On sait qu'on va perdre de l'argent, mais on le fait pour déclencher le processus du MMA complètement. Et 2 semaines avant l'événement, on a un appel du ministère des Sports, du service des événements, qui dit, on apprend qu'il y a un événement au Ciné d'hiver qui vous a donné l'autorisation. On dit, mais c'est la préfecture, comme ça doit se faire dans les normes. Mais non, le MMA est interdit. Mais non, monsieur, c'est pas interdit. Et puis, ok, est-ce qu'on peut voir le dossier, machin, ok, passer au Ciné d'hiver, tel jour à telle heure, et on donne le dossier, on vous mettra en contact avec les avocats. Et puis, le service juridique du ministère du Sport se rend compte que c'est impossible de shut down l'événement parce qu'ils se sont pas rendus compte que c'était pas interdit. C'est cette curiosité-là qui m'amène à le faire. Donc, l'événement est fait. Bon, ensuite, Monsieur Braillard, à l'époque secrétaire d'État au sport, se sent un peu floué. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Il va décider, du coup, de mettre de manière officielle une interdiction en disant que dorénavant, un événement sportif qui est fait dans une cage, c'est interdit. Un événement sportif qui est fait avec des frappes au sol, c'est interdit. Donc, implicitement, le MMA devient interdit par ça. Mais en tout cas, c'est le déclencheur. C'est que si je veux faire quelque chose de bien, j'ai envie je viens de découvrir la passion d'être coach. Je me rends compte que j'aime être coach beaucoup plus que être un électrotechnicien. Et donc, du coup, je me dis, pour être coach, faisons ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour être coach? Il faut connaître la préparation physique. OK, je vais passer un diplôme en préparation physique. Il faut comprendre la diététique sportive. OK, je vais la comprendre. Je veux pas juste imaginer, je veux l'étudier et la comprendre. Au début, tu te dis que tu veux essayer de créer un écosystème ou tu apprends au fur et à mesure comme ça et c'est en apprenant que tu dis, il y a peut-être un truc de grand à faire. Ou est-ce que d'entrée de jeu, tu vois grand? Non, honnêtement, non. Je ne vois pas grand. D'entrée de jeu, je ne vois pas grand. En tout cas, j'ai l'impression que je ne vois pas grand. Par la suite, quand je vais sortir par le balcon, comme on dit, prendre de la hauteur, je vais voir que ça commence à dessiner une carte.
Mais moi, je vois pas ça au départ. Pour être pour être honnête avec toi, je ne voulais pas avoir une salle de sport. J'avais très peur des responsabilités administratives d'une salle de sport. J'avais un autre métier. J'ai fait du MMA pour le loisir. J'ai fait des combats professionnels, hein. Mais je ne comptais pas faire une carrière. Je voulais pas gagner ma vie en étant combattant de MMA. Et pourtant, j'ai fait une vingtaine de combats pro. J'en ai gagné 13. J'ai perdu 7 combats. Et ça ne, pour autant, enfin, je n'avais pas un besoin de carrière. J'aurais pu persister. J'ai des personnes de ma génération, de mon âge, qui combattent encore, qui avec un palmarès moins bon que le mien. Mais je n'avais pas cette envie-là de devenir professionnel par le combat. Je faisais le combat pour le plaisir du combat et à côté, j'avais une vie en parallèle. Je me rappelais dans les vestiaires de mes combats, j'avais des bouquins que j'étais en train de lire alors que c'était là de s'échauffer pour aller combattre. J'étais dans autre chose. Je le fais pour le plaisir. OK. Au bout d'un moment, il y a un incident dans la salle de sport où j'étais l'assistante de Mathieu Nicourt, parce que je l'assistais aussi administrativement et je voyais la lourdeur de ça. Je rédigeais le truc pour monter un dossier pour demander une subvention. Je savais que c'est beaucoup de responsabilités. Mais il se trouve que dans la salle où j'étais, j'ai des petits jeunes que je montais et que j'entraînais et que j'encadrais. J'ouvre la salle de sport, un coup de tête. Mais un coup de tête. C'est que je suis dans une salle, j'ai des jeunes que j'entraîne, et puis, il y a des jeunes qui montent, et puis j'ai une espèce de petite trahison. C'est juste un petit jeune que j'entraîne et tout, et un jour on arrive au moment de la soirée de son combat, des jeunes que je faisais monter, et le jeune me dit, bon, coach, je voulais parler avec toi et tout, est-ce que tu peux laisser Momo m'accompagner aujourd'hui au bord de la cage et tout, parce que je m'entends bien avec lui, et puis tu sais, on a des choses, on vit des choses particulières ensemble et tout. Et moi, je savais que c'est moi qui l'avais présenté à un moment, puisque c'est quelqu'un qui passait par là et qui avait des soucis et qui voulait être coach et à qui j'avais tendu la main un mois avant, quoi. Et donc, du coup, je le vis mal. C'est rien, enfin, je le vis mal et d'un coup de tête, j'ai une interview. Un monsieur qui me fait une interview. Et qui, à la fin de l'interview, il est en train de remballer ses trucs. Il me dit, Monsieur Lopez, ça ne vous a jamais dit d'ouvrir une salle de sport? Je lui dis un non. C'est beaucoup de responsabilité. Elle me dit, moi, ça me tente, ça me botte beaucoup. Mais moi, je suis policier et je ne peux pas faire ça à plein temps. J'ai besoin de collègues, machin. Et une semaine après, je l'appelle. Vous voulez toujours ouvrir une salle? Oui. Est-ce qu'on peut se voir pour discuter? On discute. Et puis, 3 mois après, le MMA Factory était né. Avec ce monsieur? Ouais. 3 mois après, on avait une salle qui s'appelait Crossfight, 91 boulevard Poniatowski. Et j'ai commencé ma salle là-bas. C'est que, d'un coup, on a réuni ce qu'il fallait. C'était la première salle privée de MMA en France. Je ne voulais pas une salle, un créneau dans une municipalité. Je ne voulais pas dépendre de la mairie. Je voulais une salle à moi, machin. Et j'avais ce projet-là. Et donc, du coup, je m'associais avec 4 amis. Donc, on était 5 au total. Et dont le gars à l'initiative, Vincent Trébarol, je te salue si tu m'écoutes. Et donc on va mettre en place ce truc, ce projet-là, ensemble, une salle privée. Tu m'as parlé effectivement de cet esprit français avec les salles de sport qui sont subventionnées généralement par l'État. Et toi, tu vas décider de faire complètement différent. Une fois de plus. Ça vient de quoi? C'est une arrogance, c'est de vouloir se différencier des autres. Oui. Parce que tu aurais très bien pu faire une Xème salle de sport, comme tu viens de me dire avec le policier Vincent, il me semble, c'est Vincent. Oui. Et refaire quelque chose qui était subventionné. Et toi, tu décides de partir ailleurs et de faire une licence hyper chère, qui est contre toute pratique. C'est le prix à payer pour, les premières leçons de business, parce qu'on parle de sport, mais on parle de business sport.
Les premières leçons que j'apprends, ce que j'apprends aux États-Unis, c'est qu'il faut avoir un benchmark. On vise quelque chose. Tu vises quelque chose. Tu te dis, je veux une salle de sport. Mais je veux quoi? Je veux viser l'American Top Team. C'était la salle de l'époque qui était en vogue. J'ai envie de viser une salle privée American Top Team, mais faite en France, avec une différenciation. Et donc, à chaque fois que tu as ça, tu es déjà bien. Du coup, quand tu as le benchmark, n'essaye pas de créer, d'inventer des choses incroyables tout de suite. Assure-toi déjà de pouvoir imiter le modèle et comprendre le modèle. Quand le modèle est compris, tu vas te dire quels sont les éléments que je peux rajouter dans le modèle pour le rendre meilleur. Et là, tu te mets à monter. Donc, grosso modo, pour notre salle, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'au début, je vais dans l'idée de me dire, je vais faire une salle qui est hybride pour un sport hybride. Il y a le CrossFit d'un côté, il y a le fight d'un autre côté. Je vais mettre les deux ensemble, on appelle ça CrossFight. Et à partir de là, on va rendre ça une salle privée où je peux venir à n'importe quelle heure ouvrir et former des combattants, des professionnels. Et donc, du coup, j'ai la main dessus. Je suis libre de pouvoir l'ouvrir quand je veux, la fermer quand je veux et garder une marque. Il faut développer une marque. Il faut vendre une marque. Il faut vendre un nom. Mais ton business, il tenait aussi sur des experts. Tu as été chercher l'élite. Aujourd'hui, pour avoir ces gens-là, donc j'imagine qu'il faut quand même les payer. Où ils viennent. Comment faire quand on n'a pas d'argent pour attirer les meilleurs? Ce qu'on fait, c'est le relationnel. Aujourd'hui, et c'est ça que les gens confondent souvent. Les gens n'ont pas compris que le relationnel, tu le cultives dans ton cercle fermé. Il y a un cercle fermé de personnes que tu vas garder. Et ensuite, relationnel ne veut pas dire ouvrir ta porte à tout le monde et dire oui à tout le monde. Si vous demandez, vous faites un sondage aux gens, le grand public qui suit un peu la médiatisation du MMA vous dira, Fernand, il est polarisant. Parce que il avait eu un problème avec tel combattant, ensuite il a eu tel souci avec tel combattant, ensuite il a eu tel souci avec tel combattant. Mais cette liste de combattants sont des partenaires d'affaires avec lesquels vous avez un accord. C'est ma théorie du téléphone. Vous avez un téléphone, vous voulez le garder, lui veut le téléphone, vous tirez, il y a deux solutions. Ou vous lui lâchez le téléphone et donc vous n'avez plus de téléphone. Ou si vous pensez que c'est votre téléphone, vous le gardez, vous le tirez fort et vous gardez le téléphone. Et celui qui passe par là, qui fait la photo, il dit « Oh, Fernand, il est encore en train de se tirailler le téléphone avec quelqu'un. » Apparemment, tu tires très fort, toi, les téléphones. Quand c'est mon téléphone, je tire. C'est que je rigole pas. Si c'est mon téléphone, je vais le tirer fort. OK? Et ce qui est bien, c'est que pour tirer le téléphone, on s'appuie sur la loi. Si en réalité, ce téléphone n'est pas à moi, quand je vais le tirer fort, la loi va me taper dessus. Mais en général, la loi me donne raison puisque c'est la loi qui vient quand on parle des combattants, on parle de contrats. Donc, au final, les contrats, ça veut dire que on a un contrat parce que ceux qui ne suivent pas vont pas comprendre si on ne met pas le contexte. En gros, vous avez un athlète et qui vous dit, moi, je combats avec toi, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais aller combattre dans une autre ligue. Et tu lui dis, bon, là, on a un contrat qui nous lie. Si tu vas dans une autre ligue, tu enfreins le contrat. Si moi, j'enfreins le contrat, tu vas rester en justice. Moi, là, je vais rester en justice et donc il y aura un blocage. Médiatiquement, lui s'est dit, il est un levier, il va jouer avec le populisme. Il va aller chercher la population pour qu'on vienne le secourir en disant, et il y a Fernand, le grand Manitou, qui est en train de m'embrouiller là et tout, venez m'aider. Moi, je suis le pauvre combattant, je n'ai pas grand chose, mais il veut m'empêcher de fonctionner. Mais la loi ne fonctionne pas comme ça. La loi dit non, vous avez signé ce contrat. Tenez-vous à votre contrat. Vous avez une obligation d'exclusivité, vous ne pouvez pas aller là. Et ça, du coup, ça va te donner l'impression que ça va donner l'impression à ceux qui ne suivent pas qu'il y a des conflits. Pour revenir au sujet, comment on fait pour garder les personnes et pour les avoir avec nous, les personnes qui sont compétentes, c'est que vous parlez de François Laurent, vous l'appelez aujourd'hui, vous demandez François Laurent, quels sont tes rapports avec Fernand? Le gars, je le connais. Quand j'ai débuté à peine le MMA, je connaissais déjà François Laurent et j'ai appris par lui, il était mon formateur.
Ensuite, je suis devenu à un moment donné directeur technique national de la discipline grappling combat à la fédération de lutte, et lui, il était le président de la commission de grappling. Donc, on voyageait ensemble à l'époque pour aller à Zagreb avec la première équipe de France de grappling combat. C'était les prémices du MMA. Ce monsieur, à date là, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure à 14h15 pour faire un cours de François Laurent, et on est encore collaborateurs, et on va là, on voyage dans une semaine, le 7 décembre. On a un combat de Cyril Gane et François Laurent est encore dans mon coin. Est-ce que vous voyez la durée de la relation? Ça fait quasiment 20 ans que je connais François Laurent. On est toujours amis. Il a sa salle qui fait du MMA et qui fait du jiu-jitsu brésilien qui s'appelle Infinity. J'ai ma salle qui s'appelle MMA Factory, mais on reste amis, on collabore. Tout en ayant le téléphone. Tout en ayant mon téléphone, et il a son téléphone. Et personne ne pique le téléphone de l'autre. C'est ça le plus important en réalité. On parlait de John Dovey. John Dovey, il y a encore 3 semaines, je l'ai appelé. John Dovey, s'il te plaît, j'ai besoin d'un boxeur de telle taille, de tel poids pour m'aider à faire le sparring de tel. On est encore amis, on se voit tout le temps. Quand il a un projet, je l'appelle, il m'appelle. Et je vous dis que j'ai ouvert ma salle en 2012. On est en 2024. Ça fait rien que sur la temporalité où il est venu enseigner au MMA Factory, John Dovey et moi, on est collaborateurs depuis 12 ans. Et je le connaissais déjà 10 ans avant ça. Ça, c'est ce qu'on appelle aller vérifier si un homme est un gars juste, s'il a des bonnes relations et s'il a des bons rapports. C'est qu'il y a des personnes qui sont des personnes clés avec lesquelles vous vivez et qui ont des bons rapports avec vous, et c'est ce qu'on appelle le groupe fondamental dont je parlais, le groupe alpha, des personnes qui sont très proches au sec. Et puis à côté, il y a des personnes en périphérie qui vont venir chercher une action vers vous. Bonjour coach, je m'appelle Intel, j'ai envie de travailler avec vous. Vous m'aidez à devenir champion. Moi, je vous apporte de l'argent à un certain pourcentage. On fait notre échange. Si à un moment donné l'échange n'est pas bon, je ne vais pas me dire bon. Comme j'ai peur de ce qu'on appelle la convention populaire, je vais lâcher mon téléphone et il va prendre mon téléphone. Non. Je m'en moque. Parce qu'il y a des conventions la convention sociale, elle est très forte sur les gens. Il y a des choix qui sont faits, pas par les choix justes, mais par les choix dont on a peur de ce que la réputation va devenir. C'est ce que j'allais en venir à ça, parce que tu nous as parlé de tous ces gens avec qui tu es en bonne relation, mais avec cette théorie du téléphone, apparemment, il y a eu aussi beaucoup de gens à qui ont pas réussi à prendre ton téléphone, et aujourd'hui, ça a créé une réputation de Fernand Lopez qui est très dur dans le business, voire même impitoyable, même un requin. Je le dis souvent, la meilleure publicité que vous ferez de vous, c'est que vous soyez juste et bon, quitte à être un requin. Il faut l'accepter, il faut l'assumer, parce que ça va vous aider. Parce que la réalité, c'est que le monsieur qui vient faire... Vous voyez, récemment, j'ai fait la session de toutes les sociétés dont je vous ai parlé là. Management Factory, MMA Factory, FBC. Pour faire la session de telle société en fonds d'investissement, ils ne viennent pas vers vous parce que vous êtes beau, vous êtes gentil. Ils viennent vers vous parce que vous avez un tableau Excel qui tient la route. Parce que vous avez un EBITDA qui monte. Parce que vous avez financièrement quelque chose qui est rentable. Un fonds d'investissement, ce sont des gens qui vont amasser des millions de d'autres personnes qui sont des investisseurs et qui vont dire à ces personnes, asseyez-vous, on va vous investir votre argent. On va le mettre là, on va le multiplier fois 5, on va vous le ramener dans 5 ans. Et donc, pour le faire, ils ont besoin des choses fiables. Ils vont vers quelqu'un qui est capable de faire respecter ses contrats. S'ils vont vers quelqu'un qui est archi gentil et qui dit, bon, écoute, tu me devais ceci. Mais bon, comme je ne veux pas que la population et les conventions sociales me traitent de requin, je te cède ça et c'est pas grave. Le fonds d'investissement s'est dit non. Lui, je peux pas mettre l'argent des personnes. J'ai pris l'argent des investisseurs. Je leur ai dit, dans 5 ans, je reviens avec x5. Pour faire ça, il faut quelqu'un de rigoureux.
La meilleure publicité que vous puissiez me faire, c'est que je suis un requin. Vous ne me faites pas de mal. Ça prend du temps pour un jeune de se défaire de ce poids de la convention sociale. C'est la théorie du buteur. Quand il y a un penalty, 83% des fois, les joueurs de football vont tirer le penalty à gauche ou à droite. Alors que 2% de fois, le gardien reste au milieu. 2%. C'est qu'il y a de fortes chances. 98% de fois, le gardien va plonger à gauche ou à droite. Mais pourquoi il le fait? Parce que la convention sociale fait que si tu tires à gauche et que le gardien arrête la balle et qu'il a plongé, on va dire, bon, il a essayé quand même quelque chose. Mais le gardien, il est bon, il a chopé la balle. Mais si tu tires au milieu, on dit, ah, il est con, quoi, il a tiré dans les mains du gardien. Parce que si au hasard, le gardien tient la balle, t'es mort socialement. Et donc, il y a un chercheur qui avait dit que vaut mieux réussir, vaut mieux échouer en ayant dans le sens de la convention sociale que de réussir quand on est hors convention sociale pour sa réputation. Sauf que moi, mon but n'est pas ma réputation. Ah, la réputation, pour toi, c'est pas important? Ah non, c'est pas celle-là qui est importante. Moi, la réputation que je vais avoir, c'est celle de ceux qui sont vraiment sincères autour de moi et qui me connaissent. La réputation des personnes que je ne connais pas, qui n'ont aucune incidence dans ma vie et qui vont utiliser ça comme levier pour me faire plier sur des droits que j'ai, mais ça ne compte pas pour moi. Les vrais savent autour de moi. La réputation de mes enfants compte, la réputation de ma femme compte, la réputation de ma maman compte, de mon papa compte. La question, c'est est-ce que ma maman aujourd'hui, elle me regarde et elle dit, je suis fier de toi, mon fils, et qu'elle sait que je suis quelqu'un de juste. Bah, j'étais au Cameroun il y a 2 jours, j'ai fait 3 jours au Cameroun. Le regard qu'a ma maman sur moi, je suis en larmes, je ne tiens pas, je suis en larmes. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je modifie le cours de quelque chose qui est juste sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Enfin, il n'est pas d'accord et il va influencer ta vie alors que la loi te l'autorise. Donc, on est régi par un code, une constitution, un code pénal. Le code, la loi dit, bon, Fernand, si tu as un événement sportif qui s'appelle Ares et que tu as un combattant qui fait partie de ta ligue, si tu le signes en exclusivité, ce combattant ne pourra pas aller combattre dans une autre ligue. Mais le combattant t'écrit calmement. Donc, il t'appelle calmement au téléphone. Il te demande, est-ce que je peux te parler? Il te dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux me faire combattre, je vais une libération pour aller combattre dans telle ligue. Et tu lui dis, non, là, ça sera pas possible. Si c'était hors la France, je t'aurais laissé combattre. Mais c'est complètement mon concurrent direct. Il est juste à côté. Ça ne se fait pas. C'est comme si tu travaillais chez Nike et tu vas faire la publicité pour Adidas. Ça ne passe pas. Et le gars te dit, bon, moi, c'est dommage. Moi, je vais quand même le faire parce que c'est à côté de chez moi. Mes enfants auront le plaisir de me voir. Tu as le choix. La convention sociale te pousse à être gentil avec lui. Auquel cas, bon, tu es un mec gentil, t'es cool. Ou alors, la loi vient te protéger. Et là, tu fais quoi? Mise en demeure. Il reçoit une mise en demeure avec les dommages qu'il y aura. Et lui, il se dit, peut-être que si je vais dire à la télévision que ce mec est mauvais et qu'il m'a nui, ça peut le nuire et ça va faire qu'il lâche la pression. Mais non. Moi, intellectuellement, tu me fais une très grosse publicité. Parce que les personnes qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, qui commandent et qui sont avec toi et qui t'encouragent, te font du mal déjà, parce qu'elles devraient t'éduquer et te dire, mais t'es un agent ou pas? Ton agent, il fait quoi? Appelle ton agent, dis-lui de lire ton contrat avant de prendre la décision d'aller sortir le poster avec une organisation concurrente. Donc, si tu veux, ce n'est pas que ma réputation n'est pas importante, mais il faut que tu aies des lignes, il faut que tu aies des valeurs qui te vont à toi. Tu peux pas juste suivre la traîne, la population et dire, bon, il y a tous les moutons qui disent, il faut faire comme ça, bon, on y va, on fait comme ça. Et puis, il faut faire comme ça, et bon, on y va, on fait... Non. Je choisis la direction sur laquelle j'ai envie d'aller et je me dis, ça, c'est une valeur pour moi, ça, c'est juste. Ça, c'est ce que j'ai envie de montrer à mon enfant, à ma fille, et ça, je ne veux pas. Et puis, attention, je suis pas parfait. Il y a des moments où
où j'échoue, où je déconne, où je fais une erreur, et bah je me remets en question j'apprends de ça, j'apprends de cet échec, d'un comportement qui a été mauvais, et je passe à autre chose. C'est ce que je voulais dire, Fernand Lopez, c'est que tu résistes à la pression sociale, mais parfois, elle peut être très compliquée. Après, je voulais le faire sous un déroulé, mais là, on va le faire sous forme de discussion. Tout ce qui est Francis, avec Francis Ngannou, les libérations de contrats, on voit bien Cédric Doumbé, les complications que tu as eues avec Cédric Doumbé, ça atteint à un moment donné. Tu as parlé de ta maman, tu as parlé de tes enfants, ça peut aller jusque-là aussi, à atteindre justement ce cercle qui est autour de toi, que tu chéris, mais qui vont eux aussi être impactés, non? Ça fait partie de la vie. Tu peux pas aimer, tu peux pas te dire, je suis le neveu de la prince de Galles, et puis le jour où il y a un truc qui sort sur la prince de Galles et il y a une embrouille, tu dis, bon, je cède. Fais chier. Non, ça va avec la famille. Ça va avec la famille. Ta famille, c'est ta famille, et ta vraie famille, elle est là. Parce qu'elle sait qu'un homme n'est pas parfait. C'est-à-dire que les actions sur lesquelles je n'ai pas été parfait, j'ai fait des mea culpa dessus, et c'est des actions que j'ai regretté beaucoup, parce que je sens que c'est pas juste, c'est pas correct. Les actions sur lesquelles il n'y a pas à le faire. Enfin, c'est ce que je vais dire, c'est qu'il faut faire la différence. Tu m'as mentionné Francis Ngannou, c'est un petit frère sur lequel les personnes qui sont de l'action extérieure vont venir juger et parler de ça, de cette affaire, beaucoup plus tard. Je ne les ai pas vus au début quand Francis avait besoin de soutien. Moi, j'y étais aux premières loges. Je ne les ai pas vus faire des voyages avec Francis. Je ne les ai pas vus s'organiser pour que le petit frère soit bien. J'étais là, c'est que il était en situation irrégulière. Pour le faire voyager, je payais un blablacar pour aller combattre en Suisse, parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion avec nous, parce qu'il n'avait même pas le passeport pour prendre l'avion. Ça, c'est prendre soin de son petit, parce que je dis, il faut qu'il fasse ce combat, parce qu'avec ce combat, il va monter. Donc, je sais avoir du recul et me dire, non, je vais pas céder à des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, c'est sûr que, je le dis et je le redis, qui m'a attiré sur Funérailles des tabous, c'est ça aussi, c'est ce côté anthropologie de la terre, de notre terre, des origines, des Caraïbes, de l'Afrique et tout. Et je le redis, il faut qu'on se soutienne, et que quand moi, le grand frère, je suis déçu de mon petit frère Francis Ngannou, et que j'ose dire publiquement ce que je pense au fond de moi, c'est une grosse erreur, c'est une erreur monumentale. Faut pas le faire, pas parce que c'est Francis ou qui que ce soit. Je dis qui que ce soit d'autre. Et vous pouvez le voir dans le cours de ma carrière que les choses ne se sont plus jamais passées de la même manière. Jamais plus de ma vie, j'ai parlé d'un de mes élèves, qui qu'il soit, en négatif, parce qu'au final, ça ne m'honore pas. Un monsieur, ça n'honore pas quelqu'un de pouvoir aller étaler ce qu'il ressent, son ressenti, aussi vrai que ce soit. Et donc, du coup, j'apprends de ça et je me dis, let's move on. Je sais concrètement que je suis capable de conseiller à mes petits frères aujourd'hui, et je le fais au quotidien. Non, ne fais pas ça. Va pas sur Facebook, va pas écrire ça. Parce que déjà, les gens à qui tu écris, ils s'en moquent, en fait. 90%, ils sont même contents qu'il t'arrive même une misère. Et puis les autres 10%, ils s'en foutent complètement. Donc ça sert à rien dans un premier temps. Et puis, voilà. Donc moi, dessus, je sais savoir en disant, non, le cas de Francis, par exemple, c'est quelque chose que c'est un vrai regret de me dire que non. Peu importe la raison que tu peux avoir, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas, les gens ne veulent pas savoir, tu as des icônes, tu as des sportifs, et ils veulent pas savoir ce qu'ils ont fait, s'ils sont parfaits ou pas parfaits, peu importe. Et donc, du coup, il y a un journaliste polonais à l'époque qui me pose la question, est-ce que tu penses que Dana White a raison de dire que Francis a pris la grosse tête? Et je me dis, bon, faut parler faut parler avec le franc-parler que tu as, il faut dire ce que tu veux. Et j'ai dit, oui, je pense que c'est vrai. Mais c'est une erreur. Tu regrettes? Ah oui, sincèrement, je regrette. Ça
Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas bien, ça n'a pas de sens et je déconseille les frères d'aller dans cette piste-là. Quoi que ça fasse mal, même si ça vous pique et tout, gardez-le pour vous, ça ne change rien. Surtout que la vie t'enseigne des choses. Des fois, tu te retrouves au sol, tu te retrouves sous terre, dans les difficultés, et tu as l'impression que on t'a enterré. Mais en vérité, on t'a planté. Et tu es en train de pousser. Et donc, tout ça pour dire que vous ne savez pas ce que ça va vous apporter comme bonheur. Vous pensez des fois que le bonheur, c'est ce que vous suivez, mais l'homme riche, pendant que l'homme pauvre veut devenir riche, l'homme riche essaye de se défaire, essaye de trouver le temps et la paix de tout ce qu'il a perdu pendant qu'il essaye d'être riche. C'est une métaphore pour dire que l'herbe n'est jamais verte. L'herbe est toujours verte sur le voisin, mais en réalité, c'est pas peut-être ce que tu crois. Moi, aujourd'hui, je sais que je vis une paix intérieure qui est inestimable. Je suis sérieux quand je dis que je vis ma best life. C'est pas un jeu. C'est que je suis complètement dans un alignement parfait avec moi, mes amis, ma valeur, mon cercle privé et ce que j'ai envie de faire parce que tu as peur au début de la même manière que pour lâcher un travail où tu es salarié et devenir entrepreneur. Tu as peur de lâcher parce que tu te dis, il y a un vide. Comment je vais remplir le frigidaire? Et puis quand tu as le courage de rester 3, 4, 5 mois sans prendre de salaire, tu deviens un entrepreneur et tu perces. Par la même manière, tu as très peur souvent de te dire que la séparation avec tel athlète ou tel autre athlète pourrait me poser un problème parce que ça va me déséquilibrer, parce que c'est mon athlète, je vis avec lui, je l'ai entraîné, il faut pas qu'il aille ailleurs. Et au final, des fois, quand l'athlète s'en va, c'est pas toujours, des fois, mais tu te retrouves tellement soulagé, ça n'a pas de prix. Parce que déjà, tu es dans un monde où c'est pas le football, les sommes que touchent les athlètes de combattants, c'est pas les milliards non plus. Mais surtout, il y a des relations qui sont toxiques. Et au-delà de il faut soigner la toxicité, il faut prévenir la toxicité dans son rapport avec la vie. On a encore notre véhicule qui nous amène vers l'avenir. Quand je vais faire du massage, ou que je vais faire de la préparation mentale, ou que je vais faire ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle la thérapie pour soigner des moments toxiques ou de relations toxiques, ou voir un psy ou parler. Mais il faut prévenir que ça n'arrive même pas. Quand tu sens, il faut anticiper sur les relations conflictuelles. Quand tu sens qu'une relation devient toxique, vaut mieux t'en défaire tout de suite parce que ça a des résidus dans ton corps et ça te fait très mal. Et c'est avec le temps, quand les personnes elles sont parties parce que vous avez une relation toxique, que tu te dis waouh. Mais comment je faisais à l'époque pour prendre l'avion avec cette personne, partager la chambre d'hôtel, voyager, alors qu'au fond de moi, je sentais cette toxicité. Et quelques temps plus tard, tu découvres c'est quoi une relation saine, une relation amicale, une relation amoureuse, qui est saine, qui est propre. Et tu dis, waouh! En fait, j'étais dans un bourbier depuis et je pensais que j'avais une relation que je voulais rafistoler. C'est pour ça que je vous dis encore, des fois, on va vous mettre sous terre. Des fois, vous êtes sous terre. Vous avez l'impression que vous êtes sous terre. Vous pensez que vous êtes enterré, mais en réalité, vous êtes planté pour pousser encore plus fort. C'est très bien, c'est très bien dit. Et là, on va vite sur des choses que je voulais aborder, mais c'est pas grave, tant mieux. Après, bon, moi, je suis toujours intéressé de savoir, est-ce que tu as eu beaucoup de relations toxiques avec les athlètes? Est-ce que ça a été obligé parce que quoi qu'on dise, on a été le MMA Factory et le Management Factory ont et sont encore en pole position d'agences de management et de salles de sport. Du coup, ça veut dire que il faut comprendre que c'est exponentiel. Je vous dis juste un truc.
Si vous êtes un coach, ou que vous soyez là en ce moment, et que vous êtes un coach de tennis et vous avez un joueur que vous entraînez, vous avez des fois des bons jours et des mauvais jours. Vous avez des fois des incompréhensions. Ok, vous avez ici sur la photo, vous avez Mouratoglou là, entraîneur de tennis et tout. Il entraînait pas mal de personnes au tennis et il va vous dire bon, sur le tennis et tout, j'ai certainement eu avec les sœurs Williams, j'ai eu à un moment donné tel truc qui n'allait pas avec les sœurs Williams. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que vous vous mettiez en tête que l'OMMA Factory, c'est une centaine d'athlètes, donc 20 athlètes de très haut niveau. Ça, là, ce poster que vous voyez au mur là, Francine Ngannou, Cyril Gane, à l'UFC, on voit ça de manière anodine, on voit ça comme un truc, c'est anodin, c'est un poster anodin, mais c'est pas anodin du tout. Quand vous avez un combat au plus haut sommet de la plus grosse organisation des MMA au monde, et que vous avez ces deux hommes-là qui vont combattre au sommet pour la ceinture, alors qu'ils viennent de la même salle de sport en un écart de 4 ans, c'est du jamais vu. Ça n'a jamais existé nulle part. C'est phénoménal. On a un pays où le MMA était illégal. Dans ce pays où il y a un MMA illégal, il y a une petite salle de sport, petite fenêtre, où il y a 2 personnes qui sont passées par là. L'une ne connaissait pas du tout le MMA. Il connaissait à peine la boxe, Francine Ngannou. L'autre n'avait jamais fait de MMA de sa vie. Il apprend le MMA dans cette salle. Les deux se retrouvent au sommet de la chaîne alimentaire du MMA. La plus grosse catégorie, la ceinture la plus importante au monde. Et ils combattent ensemble. Dana White, l'homme le plus puissant du monde, dit « ce n'est pas un hasard ». Il le dit en presse-conférence. Quand vous vous rendez compte que Francine Ngannou, Cyril Gane viennent de la même salle, ce n'est plus un hasard. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle-là. Ça veut dire qu'on a une grosse masse de personnes qu'on a. Et donc, forcément, ça rend exponentielles les possibilités de conflit. Rendez-vous compte, vous avez un collaborateur. Vous êtes là, vous avez une société médiatique très connue, vous faites quelque chose de très bien sur YouTube, funérailles, des tabous, allez checker les gars, abonnez-vous, et puis mettez un like et tout, ça aide toujours la communauté. Et vous avez votre technicien avec vous. Vous n'êtes pas d'accord tout le temps. Il y a des moments où il y a des petits conflits. Il y a des moments où il y a des gros conflits. Vous êtes séparés de certaines personnes. Mettez ça dans le contexte du MMA. Des personnes qui, moi le premier, on a des égos surdimensionnés. On se croise dans quelques mètres carrés. On discute, on échange. Au bout d'un moment, on a des contrats. Donc forcément, il y a un peu plus de chances d'avoir des situations conflictuelles avec le temps quand les personnes deviennent des stars et que les familles s'immiscent et que les amis s'immiscent et viennent donner leur avis dessus. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut pas prendre ça mal, c'est tout à fait normal. Et il faut avoir la délicatesse, l'intelligence de se dire on avait un projet qui a un début et qui a une fin. On a fait le chemin, on est sur la fin, on va se séparer, chacun va aller ailleurs, voir ce qu'il peut faire de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même si y a un gros manque à gagner, parfois, sur des athlètes en tant que coach, manager. C'est le métier que tu choisis. Les athlètes aussi sont pénalisés des fois. Un athlète, il combat en moyenne 2 fois par an. Dans la plupart, quand il est chanceux, 4 fois par an. Quand il n'est pas chanceux, 0 fois par an. Ça veut dire que le gars, il n'a pas un salaire qui coule tous les mois. Le combattant ne touche que quand il combat. Ça veut dire que le gars en question, quand son combat est annulé, 2 semaines avant le combat, il a fait une préparation, il a tout fait, il n'a pas d'argent. De la même manière, c'est pour le gars qui a un magasin Franprix, il y a un manque à gagner quand il y a des petits voyous qui viennent et qui lui volent du matériel. De la même manière, pour un entraîneur, pour un manager, quand l'athlète s'en va et qu'on l'a formé, il y a un manque à gagner et ça va avec, il faut l'assumer, c'est pas bien grave. L'idée, c'est qu'il faut s'élever à un moment donné si on va en faire son business. Et c'est ce que j'ai fait, c'est de se dire que je fais ce business pour le vendre à un moment donné. Parce il peut pas tenir la route longtemps. Parce qu'il y a un certain
nombre d'accumulations de problèmes qu'on peut avoir. Il y a un certain nombre au bout d'un moment, il faut le céder. Donc aujourd'hui, je reconnais que je suis beaucoup plus en paix parce que je l'ai élevé au niveau où je pouvais avec mes collaborateurs. Sans eux, je n'aurais plus rien faire. Je veux pas citer leur nom, ils sont innombrables. Les plus importants sont forcément Benjamin Safati, avec lequel on a fait ce chemin ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as élevé un projet comme ça et que tu l'as cédé et que dorénavant tu as fait un cash-out que tu peux investir sur autre chose, ça te fait changer un peu de milieu, ça te fait changer un peu de truc, tu vois les choses différemment et tu relativises. Mais il faut comprendre que moi je suis formateur, j'ai une école de formation que j'ai vendue qui s'appelle FMC, Fad Management College. Quand je forme des managers, je leur explique que ça fait partie du métier. Vous allez former des gens, vous allez les monter, et à un moment donné, ils vont partir. C'est pour ça que je vais vous dire, ne mettez pas des contrats d'une année, parce qu'une année, vous montez à peine la tête. Il arrive à peine à un niveau professionnel international. 2 ans, il arrive à l'UFC, il commence à toucher. Au bout de 3 ans, c'est là où il commence à toucher 6 chiffres. Donc, vous l'avez pris de 0, vous l'amenez à 3 ans. Quand il touche 6 chiffres, ça devient intéressant pour vous, il s'en va. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut prévenir ça et puis il faut faire ce qu'il y a à faire pour qu'on s'y retrouve. Et c'est important pour moi, quand je forme des jeunes, de leur dire aussi les conséquences du métier et qu'ils comprennent tous les détails. Magnifique. Alors, je reviens rapidement aussi sur ce qu'on se disait. Il y a eu des coachs, effectivement, l'élite des coachs. Là, on va reprendre sur l'écosystème, parce que sinon, là, j'allais poser encore une autre question. Allez, je pose cette fameuse question parce qu'on voit que ça revend, ça fait du cash out. Aujourd'hui, l'écosystème, l'empire, Fernand Lopez, ça représente combien en millions? Déjà, je ne sais pas exactement, parce que... Il y en a trop? Non, c'est pas qu'il y en a trop. C'est que je suis limité par les clauses de non-divulgation. Je peux pas dire n'importe quoi. C'est sincère en plus. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses avec l'évaluation. La valorisation, elle est très différente en fonction de la temporalité de ce que vous faites. Ça veut dire qu'une école de formation dont je vous parle, si elle est en pleine saison et qu'elle a 2 promotions qu'elle est en train de faire, elle a une valeur différente. Si elle descend, elle a une valeur différente. Si elle ne fait plus de formation comme là, ça fait 1 an qu'on n'est pas en formation parce que le temps de faire des due diligence et de vendre la société et tout, on a stoppé les formations pendant un certain temps. Du coup, ça complique les choses. Il faut revaloriser pour quel monde. Donc, je peux pas être exact dessus. Fernand Lopez, vous avez, tu as beaucoup, j'imagine. Au vu de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, on sent que tes calculs sont parfois bien précis. Tu ne t'aventures pas n'importe où. Tu sais ce qui peut se passer. J'ai l'impression que là, tu nous racontes grosso modo parce que t'as quand même vendu l'ARES aussi, ta ligue qui marchait très bien. T'as une société de production. En fait, je sais plus, t'as au moins 4 ou 5 sociétés que t'as déjà revendues. Quand on revend comme ça, on est sur quoi? Sur des milliers d'euros, sur des dizaines de milliers, sur des millions? Des millions, forcément. Des millions? Des millions d'euros. D'accord. Donc on est chez un millionnaire aujourd'hui. Enfin, ça ne se dit pas en France, mais on peut le dire. C'est entre la France et les États-Unis, et les États-Unis, c'est la culture. Donc, si on a des millions, on peut très bien le dire. Et que ça... Je n'ai même pas besoin de le dire, ça va de soi. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que à la fourchette près, si vous faites un petit calcul rapide, vous savez qu'on est au-delà des millions. Enfin, ça fait pas mal de sociétés qui travaillent et qui valent quelque chose. Donc oui, ça va, mais vous n'aurez aucune précision de moi. Très bien. Donc vous n'aurez aucune précision de moi. Mais on va calculer, on va chercher, on va calculer. Mais voilà, ça. Ouais. Le plus important, c'est 20 millions. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser supputer. Je vais vous laisser. Mais j'aurais du mal à. Non, malheureusement, je sais que c'est très important parce que ça change la donne. Ça changerait tout d'avoir un chiffre
et des croustilles qui vont avec, parce que ça permet de jazzer, de communiquer. Et il n'y a pas que jazzer. C'est vrai que c'est peut-être une mentalité française, mais moi je me fixe sur la mentalité, j'ai envie de dire d'outre-Atlantique, qui est américaine ou autre. C'est qu'aussi ça donne, comment tu as dit, le benchmark au début. Ça donne, pour ceux qui veulent aussi essayer, s'essayer à ce que tu fais, à prendre des exemples sur un Fernand Lopez, devenir les prochains Fernand Lopez. Jusqu'où est-il allé? Jusqu'où? C'est comme quand on montre une montagne, que ce soit l'Everest ou autre. Celui qui était avant moi, jusqu'où il a été, et jusqu'où moi je peux aller. Et peut-être, est-ce que je pourrais dépasser ça? Maintenant, je peux comprendre que... C'est encore... alors, l'analogie de outre-Atlantique, c'est toujours bien sur les autres. C'est-à-dire que si je te demande à toi de me donner ton salaire, tu vas voir que ce n'est plus amusant de la mentalité outre-Atlantique. Parce qu'on est tous à faire attention quand même à ce qu'on fait, comment on dit, ce qu'on dit. Donc, voilà, c'est relatif. Mais vraiment, dès que c'est clarifié, ce sera su. Ça veut dire que la plupart des sociétés que j'ai vendues ont été achetées par le même fonds d'investissement. Combien de sociétés tu as vendues? Ah, ça aussi, ça reste confidentiel. Non, c'est pas confidentiel, c'est 4. D'accord, 4 sociétés. 4 sociétés. Vendues en fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, sa mission, c'est quoi? C'est d'acheter et de revendre. Donc, dans moins de 5 ans, vous aurez le score. Ah, en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Hein, mais parce que du coup, ils vont pouvoir dire, comme l'UFC dit, j'ai acheté l'UFC à l'époque donc il y a 30 ans, l'UFC a été acheté à 2 millions et ça a été revendu à 4 milliards plus tard. Ouais. Donc du coup, ils pourront raconter l'histoire à ce moment. Mais aujourd'hui, ils sont encore dans l'état de confidentialité. On a acheté un écosystème, on en fait quelque chose, on le montre. Moi, je suis resté salarié de la grosse société Ares Ama, qui est la société au-dessus, la holding au-dessus, et je reste un actionnaire de cette holding-là au-dessus. Donc, en tant qu'actionnaire au-dessus, je vais attendre gentiment que ça s'écoule et puis on verra bien le score que ça va donner à la fin. Et quand on atteint des scores comme ça, parce que là, aujourd'hui, on est à Paris avec toi, mais on pense à se délocaliser. Certains parlent de fuite, de fuir fiscalement, où on se dit on assume, parce que parfois, il y a des gens qui sont millionnaires qui veulent pas parler de leurs millions parce qu'ils se disent il y a des organisations comme Tracfin ou d'autres qui vont venir après la fiscalité qui vont venir me chercher des prix. Je n'ai rien à cacher dessus. J'aime beaucoup la France et j'aime beaucoup le Cameroun, et c'est les deux pays sur lesquels, en tout cas sur le moyen terme, je suis en train d'investir. Donc j'ai 2 sociétés que j'ouvre au Cameroun. J'ai une nouvelle société que j'ai ouverte ici, sur laquelle je suis en train de travailler. Je sais déjà que ces 3 sociétés, dans les 6 années qui vont suivre, elles seront appelées à être vendues. Vendues. Je crée, je vends. Voilà. C'est la méthode de Lopez. Bah, c'est pas ma méthode, c'est la méthode de tout le monde, de tous les, Elon Musk a acheté PayPal et puis il a revendu à eBay, Il s'est fait mettre à la porte, hein, il me semble, aussi, hein, et à un moment donné, ça a été compliqué pour lui, hein, oui, mais ce que je veux dire, c'est pas nouveau, ça, de se dire que, au bout d'un moment, quand on a fait un tour sur un truc, moi, je suis pas, il y a des entreprises qui sont des entreprises familiales on va laisser un fils ou une fille hériter, mais non, moi, c'est pas mon fils, il est au conservatoire de musique, il n'est pas intéressé par ce genre de truc, et puis c'est plus des business qui ne sont pas voués à durer un siècle, quoi. C'est des trucs qui ont une mode, et il y a une mode, et au bout d'un moment, faut les élever à un niveau, et puis faut les vendre et laisser quelqu'un d'autre prendre l'élan dessus. Alors, si on réfléchit, on revient un peu sur la manière d'entreprendre. Tu crées tes écosystèmes, tu vas chercher les meilleurs, on en était resté là. Forcément, donc, tu vas attirer et tu vas créer des produits, des bons produits. On va appeler ça comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour toi, ce sont des athlètes. Des produits, t'en as eu combien t'en as combien aujourd'hui, ou t'en as eu combien qui ont été des best-sellers, entre guillemets,
Oh, j'ai vécu de très belles histoires, des histoires tristes, des histoires, mais des belles histoires. Ton histoire la plus triste, c'est laquelle? Waouh. Waouh. Oh, ça, c'est une bonne question, on m'a jamais posée. Ouh là là. Waouh. Non, je peux pas le dire. Parce que c'est histoire de entraîner. Et nous, j'étais ça. Sans construire autour, n'a pas de sens. Construire autour veut dire parler de la personne et j'ai décidé de ne parler de mes athlètes qu'en positif. Je ne dirai plus rien de négatif chez mes athlètes. Donc, non, il y a eu des histoires tristes. Il y a eu de très belles histoires. C'est facile de parler des belles histoires, mais il y a des histoires tristes dont on ne peut pas parler. En tout cas, le fait d'avoir des bons entraîneurs, un bon système, un bon écosystème, ça te permet de devenir une fabrique à bon athlète. Je peux permettre de dire bon produit pour que ceux qui regarderont, qui sont pas forcément dans le sport, fassent l'analogie aussi. Ils se disent bon, bah, moi je suis dans l'informatique ou autre, dans n'importe quel domaine. Les grands principes, c'est ça, quoi. Donc au final, je crée des bons produits, si je comprends bien, ou des bons athlètes. Je les amène le plus loin possible. Je me dégage de toute émotion pour pouvoir ensuite les laisser partir ou voire même carrément revendre le système. C'est ça C'est ça. Wow. C'est vraiment de se dire, alors c'est très compliqué parce que moi j'ai besoin d'aimer pour travailler avec. Bah oui, c'est ça. Je ne sais pas travailler avec des gens que je n'aime pas. J'ai besoin qu'on soit en relation où il y a du plaisir pour travailler. Mais là, il y a plus d'émotion dans ce que tu me dis. C'est qu'à un moment donné, quand on est attaché à quelqu'un, comment on peut se dire, bon, bah, écoute, en fait, pour moi, dans très peu de temps ou dans un temps minimum, j'essaierai de revendre et c'est fini. Tout au contraire. Moi, ma relation la plus saine et la plus belle, c'est pas un secret, c'est Cyril Gane. Et cette relation, quand on a commencé, quand une relation particulière s'est terminée, on s'est dit des choses. J'ai dit beaucoup de choses en avance. On était, par exemple, sur 10 victoires consécutives et je lui disais, bon, tu sais, là, on est dans les vestiaires, on est archi content, tu sais que tu vas perdre. T'es conscient je veux que tu saches que t'es pas invincible. T'as jamais perdu de combat, encore, ni en aucun sport. Et je veux qu'on sache. Il me dit, bah oui, je sais, Lukin, je sais que je vais perdre. Mais pour le moment, j'ai kiffé tout. Je dis, voilà, je veux que tu relativises, que tu saches que ça va arriver un jour. Et que tout ce que tu vois là, la fête là, tous ces gens-là que tu vois, ces journalistes qui nous suivent dans les vestiaires, nous coursent partout, tous ces gens-là sont pas là. Ça va être triste, ça va être dur. J'ai déjà vécu, ça va être dur. Elle me dit, j'ai capté, merci. Et on a parlé de nous, en disant, bon, nous, on souhaite que notre carrière de coach, entraîneur, suive son cours. Et le jour où ça ne sera plus bon, que j'arrêterai le sport, que j'arrêterai de travailler, machin, qu'on aura toujours une vie sociale. On va en vacances ensemble. Les enfants sont les amis de ses enfants. Nos femmes se connaissent. On a créé quelque chose autre que le sport. C'est toujours ce que vous créez qui va faire perdurer la relation ou pas. C'est comment vous construisez votre matelas sur lequel vous allez dormir, comment on construit une épargne. Et en gros, il y a des athlètes avec lesquels j'ai construit vraiment une épargne. Il y a des athlètes, enfin, je vais pas les citer, j'ai choisi celui qui est le plus visible et que les gens connaissent, mais il y a beaucoup de gars avec lesquels j'ai déjà eu ces relations. Cette discussion, vraiment, en disant, on est en train de parler là, toi et moi, Aziz, on est d'accord que qu'il y ait ça ou qu'il y ait pas ça, on se kiffe, on est bien. Et on ne va pas mettre ça devant nous, on construit autre chose. Et il me dit, oui, coach, maman, c'est exactement ça que j'ai besoin de. Et je dis, bon, bah, à ce moment, invite-nous au resto. Moi, je t'invite au resto aujourd'hui. Demain, tu feras pareil. On a une autre vie autre que ça. Et là, ça peut durer. Et par contre, quand il va y avoir un contrat, je serai impitoyable.
Bah, c'est évident. De toute façon, les gens qui sont réglo ne se font pas des trucs bizarres sur les contrats. Je te dis encore que ça fait quoi? Ça fait, avec Cyril, ça fait... C'est ce que j'allais dire avec Cyril. J'ai pas l'impression que ça soit si impitoyable, que tu sois assez impitoyable avec Cyril. Parce qu'il n'y a pas lieu. Je te donne des exemples, tu vas tomber par terre. Il n'y a pas lieu. Je veux bien un exemple. Enfin, il est d'une intelligence sociale, c'est effrayant. Ça donne la chair de poule. Enfin, il est très, très intelligent d'anticiper les choses. Et pourtant, il est très prudent. Il est prudent. Il y a Julie, qui est sa grande sœur avec laquelle je travaille beaucoup. Il y a son frère David, qui est bien initié dans tous les trucs avec lesquels on travaille, qui s'occupe beaucoup de choses et tout. Il y a une clarté totale, mais il est intelligent. Il va scinder les choses. Il va dire à David, toi, t'es bon en ça. T'es un businessman, t'as bossé, c'est un mec qui vient à Boston, qui est un gars très intelligent, qui est instruit et tout. Il dit, écoute, ça, c'est ton secteur. Ça, l'ancien fait lui confiance. Ne te mêle pas de ça, il est bon dessus, il sait ce qu'il fait. Toi, tu gères ça. Tu regardes ça, tu vois ici ça, mais ça, c'est son secteur. Et parce qu'il cloisonne les choses et qu'il est prudent, ça n'arrive pas. Parce qu'il ne te prend pas la tête. Parce que le mec, il a un contrat qui lui dit, tu as 3 ans avec nous en management. Au bout de 3 ans, si jamais je t'ai fait toucher un montant de 100 000 euros sur la première année, alors que ton premier combat il était à 3 000 $, si je suis capable de te faire toucher 100 000 euros sur le premier contrat, alors il y a une reconduction tacite du contrat et comme ça on continue ensemble parce qu'on a fait du bon boulot. Il a signé le contrat, il kiffe le contrat, il termine, tu n'as même pas besoin de lui dire. Tu lui rappelles juste, le contrat, il est, avant même que tu sois au courant, l'assistante, elle lui rappelle, le contrat, il arrive à la fin dans 1 mois, est-ce que tu peux essayer de renouveler? Et tu vas lui demander, mais Cyril, pourquoi tu as essayé sans te poser des questions? Mais ça n'a pas de sens, en fait. Pour que tu aies 20%, il faut que j'ai 80%. Et tu m'as toujours donné les 80%. Tu les as donnés beaucoup plus même qu'il me fallait. C'est que je ne m'y attendais pas. Je pensais que je serais là. Tu m'as donné ça. Je pensais que je serais là. Tu m'as donné ça. À chaque fois, les chiffres sont exponentiels. Pourquoi je vais te priver de tes 20% alors que pour que tu aies 20%, ce n'est que les 20% des 5% que j'ai. Donc, de toutes les façons, il me reste 80%. Vous n'avez pas ce genre de problème. Il n'y a pas un moment donné où le gars, il t'appelle, il te dit, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'ai pas de sponsors, tu me trouves pas de sponsors. Et vous n'aurez pas ce débat. Parce qu'il analyse tout en avance et il sait que les sponsors, il y en a pas. Il y a des sponsors qui arrivent petit à petit quand tu commences à rentrer dans le top 5 mondial. Et donc, quand le gars était dans le top 15, top 10, il avait quelques sponsors qu'on lui apportait, mais il se prenait même pas la tête. Parce qu'il sait qu'on est au max. Il sait que son équipe de management est au max pour qu'il gagne, parce que c'est quand il gagne que nous on gagne. C'est tellement basique. Mais le gars qui ne sait pas, lui, il a la phobie, il a ce que j'appelle le syndrome Donkin. Il se dit que derrière chaque manager et chaque agent, il y a un Donkin qui se cache. C'est institutionnel. Le gars, il est un athlète simple et il y a Donkin qui est là-haut. C'est très compliqué à gérer. Donc, il s'est dit, bon, tout ce qui vient comme information de là, c'est une information dangereuse. C'est un monsieur qui veut me dépouiller. Et donc, du coup, il fait attention à tout. Là où le gars est intelligent, il fait les calculs rapides. Il réfléchit, il s'est dit, attends, comment ce gars va faire pour me dépouiller? Pour qu'il me dépouille, il faut qu'il se dépouille. Parce qu'on a allié nos intérêts. On a allié machin, on a fait ceci. Bah, voilà un peu ce que je te dis. Du coup, il n'y a pas besoin d'être impitoyable. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je suis pas obligé de le manager Cyril. Et pourtant, il va demander, je veux encore que Fernand mon manager, c'est lui mon agent, c'est lui mon contact direct, c'est lui mon référent. Alors que la société entière a été vendue, mais il va dire non, moi c'est lui que je veux à mes côtés comme manager. Parce qu'il sait que il a fait on l'amène vers les actions qui peuvent être brillantes pour lui. On l'amène où il peut gagner. On a
un rapport où il doit faire le moins qu'il doit avoir le moins de souffrance possible, le plus d'argent possible, on sait le faire. J'ai l'impression que à chaque fois que tu me parles de ça, j'entendais une espèce de comparaison entre comme cette affiche-là, cette affiche, j'entendais que tu me parlais de Cyril, mais l'opposé, comme sur l'affiche-là, c'est Francis Ngannou, qui est complètement celui qui n'a pas compris ce que tu es en train de dire là. Et j'ai l'impression que tu parlais à l'un et l'autre pendant que tu me parlais, que il y avait l'un qui comprend que... C'est l'impression, c'est dans ta tête. Moi, c'est dans ta tête que l'impression se passe, ce ne sera pas avec moi. D'accord. Je l'ai dit de manière très claire. D'accord, ok. Ah, parce qu'il y a eu des reproches aussi. Après, moi, je suis pas là pour rentrer dans des J'ai bien compris. Il y a eu des reproches sur ces contrats. Et là, t'es en train de m'expliquer les subtilités que l'un va dire oui, ok. Mais l'autre, en fait, a dit non. Je ne peux pas je ne peux pas, je ne souhaite pas, je ne veux pas donner de comparatif dessus. Je te dis, j'ai eu une relation qui était bonne avec les deux et qui était excellente avec Cyril. Tu ne connaîtras pas beaucoup plus. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui sont capables. La loyauté, c'est quand c'est dur. Hein. La loyauté, c'est pas quand c'est facile. Être loyal à quelqu'un, dire je suis dans ta salle de sport. Quand tu es la seule salle et c'est dur et tu es le meilleur, ça c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Je suis en train de te dire qu'il y a eu beaucoup de relations, mais je donne un modèle en te disant que quand ça va bien, tu n'as pas besoin il n'y a pas besoin. C'est qu'il n'y a pas, de toutes les façons, c'est un réflexe chez le manager qui est bien, de mettre l'autre bien. La moindre idée que j'ai, mais le moindre truc, ça va être n'importe quoi que j'ai, je vais lui soumettre parce que je dis ça peut être bénéfique pour lui et vice versa. Que il va m'appeler pour me dire écoute, j'ai acheté un autre lotissement encore au Maroc et tout, c'est une dinguerie et tout, j'ai un très bon terrain et tout, je veux que tu viennes construire à côté de moi. On pense à ça tous les jours, on s'appelle tous les jours pour penser à comment faire pour qu'on construise nos vies. Si on veut être amis, après s'il y a un moment donné ça finit ça. Et donc du coup ça, à ce moment tu prévois tout et tu sais que le sport sera une fin, l'entraînement sera une fin. Qu'est-ce qu'on fait après? Ok, le cinéma, on aime bien le cinéma, ok. Bah voilà, écoute, tu aimes bien, écoute, je vais te présenter un tel. Viens, on va voir un tel, je vais t'aider, je vais t'introduire à Netflix et tout, et puis on va faire ça. Et tu ouvres les portes parce que tu sais que vous êtes bien. Mais voilà, ce niveau de relations, c'est hétérogène. C'est-à-dire que ça dépend toujours de qui tu auras devant toi et ça peut se faire différemment. Et il ne faut pas mal le prendre. C'est-à-dire que il ne faut pas penser qu'on est tous égaux parce qu'on vient de cultures générales, de cultures différentes, parce qu'on a une éducation différente et que ces vestiges de nos cultures et de nos éducations nous guident et nous font faire des choix sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Pour finir sur Cyril, qu'on surnomme bon gamin, est-ce que justement, je vais prendre la voix des détracteurs, est-ce que c'est pas justement la naïveté du bon gamin qui fait qu'il accepte tout, tous les contrats sur lesquels t'as tiré aussi où tu tires? Ouais. Accepter tout, c'est que tu ne le connais pas. Si tu connais Cyril, tu vas voir. Il est pas si bon gamin que ça. Non, il est bon gamin. On peut être bon gamin, mais solide. C'est un solide. Les gens confondent, je n'arrête pas de le dire. C'est solide, il est très solide. C'est que tu fais un exemple. T-shirt. On a une grosse marque qui vient nous voir et qui dit, bon, moi je mets un demi-million pour faire une ligne de vêtements pour toi, je suis une grosse marge, machin. Et il va dire, non, je veux mes t-shirts comme ça. Je ne vous laisse pas couper mes t-shirts, je les coupe moi-même parce que j'ai un style à part. J'ai ma manière, j'ai mes t-shirts qui aient les manches, qui ont une certaine taille, qui soient loose, machin. Je vais les couper. J'ai mon gars qui s'occupe de ça, je vais faire avec lui. Solide. Quand il veut un truc, il le veut. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Ça prend pas 2 secondes. Mais il parle pas chinois. Il parle très bien français. Et du coup, tellement il parle français, même toi, tu valides et t'acceptes le nom gentiment. Parce qu'il ne te fait pas à l'envers. Parce qu'il te dit en face.
Il te le dit. C'est pas, tu lui fais pas dire n'importe quoi. Okay. Dis à la presse conférence et tout, écoute, voilà ce que je te propose quand tu seras face à John Jones et tout. S'il te dit ça, dis-lui ça. Et tu as il a le micro à l'oreille, il a l'écouteur, tu as le micro, tu lui dis ça. Son frère lui dit ça. Il dit, non, les gars, non, je vais pas dire ça, c'est pas moi, c'est pas mon éducation, je vais pas lui couper la parole. Je suis pas comme ça. J'assume qu'il pense que je suis faible. J'assume qu'il pense que je le laisse, qu'il aboie beaucoup. Mais c'est moi, je vais être en phase avec moi-même. Je suis positif. Moi, ma valeur, c'est positif. Je veux rester positif. Si ça me coûte la réputation, ouais, la fameuse pression sociale dont tu parlais. Voilà. Il ne cède pas et c'est de ça que je te parle. Tu n'auras jamais raison avec la fameuse convention sociale. Je te donne un exemple. Quand tu vas dans le coin, en tant que head coach, là, je vais coacher Cyril bientôt pour son prochain combat à Vegas. J'ai 2 personnes que je dois ramener avec moi pour m'aider à le coacher. La convention sociale te demande de ramener que dans ton coin, il y ait quelqu'un qui connaisse le sol pour que s'il perd au sol, qu'on dise que tu es couvert. Si je suis un coach qui écoute la convention sociale, pour aller là à Vegas, je vais ramener, par exemple, Reda. Reda, c'est un jeune combattant qui a quasiment gagné tous les titres au sol. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combattant de jiu-jitsu au sol en France. Et il vient souvent avec nous, il s'entraîne avec nous. On arrive avec Reda aux États-Unis. On s'entraîne avec Reda. Et au moment du combat, Reda, il n'est pas dans le coin. John Jones on perd le combat contre John Jones parce que Cyril a fait une erreur, il s'est fait soumettre par John Jones. La population, enfin, les gens vont dire quoi? Ils vont dire, bah voilà, Fernand Lopez, il a mis son ami Benjamin Sarfati qui n'est pas aussi gradé que, il est à peine ceinture marron de sol, mais il a mis alors que Reda est ceinture noire de sol et il est l'un des mecs les plus compétents. La pression sociale et la convention collective fait que le prochain combat, pour ne pas subir cette critique, je vais demander à Benjamin, mets-toi sur le teco, et puis je vais faire venir Reda. Mais non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'au fond de moi, je veux la meilleure équipe la plus compétitive qui soit. Et la meilleure équipe la plus compétitive, c'est le gars qui a le plus coaché de l'équipe, de notre équipe MMA Factory. Après moi, la personne qui est le plus coaché et qui est le plus ramené des titres à la maison, c'est Benjamin Sarfati. Qui a un sol correct. C'est une marrant de jiu-jitsu brésilien, c'est correct. Et qui enseigne, mais de manière globale, et qui va aller donner des instructions. Parce que coacher, c'est un métier. Quand tu t'appelles un jeune comme Reda ou tout un autre jeune que tu amènes, je les ai déjà amenés dans mon coin, ils bug. C'est compliqué de parler quand tu as une telle pression en jeu mondial, UFC, le bruit, 20 000 personnes qui sont en train de crier. Tu n'es même pas lucide, tu peux pas coacher. Tu es inaudible, tu n'as pas de pouvoir, le gars ne t'écoute même pas. Mais comme la convention sociale va te sauver s'il est dans ton coin, tu le mets dans le coin. Je ne cède pas à ça. D'ailleurs, on l'a vu avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, il perd son combat. Dans son coin, il acquit un mec de sol qui est devenu le coach principal. En tout cas, c'est son coach le plus ancien. Il connaît le sol. Il est bon au sol. Il a rendu Benoît Saint-Denis meilleur au sol. Ce soir-là, il a perdu le combat. Alors que il a perdu le combat au sol contre Moïcano qui était beaucoup plus fort au sol. Mais qu'est-ce que fait la convention sociale? On change de direction. Il faut toujours critiquer. Cette fois, on va dire, bah, il est avec un mec de jiu-jitsu brésilien à côté de lui qui ne connaît pas les blessures et les coups de poing qu'il a pris. Du coup, il a perdu. S'il avait eu son head coach, il aurait gagné. Mais non, frérot, c'est pas ce que vous avez dit. Sur le cas de John Jones et Cyril, vous avez dit, il faut un expert de sol. On avait un coach de sol qui s'est coaché au sol, qui est bien au sol. Le combat s'est essentiellement passé au sol. Mais arrêtez de chercher la faute ailleurs.
Malheureusement, c'est comme ça. Et si tu ne te défais pas de la convention sociale, tu es toujours dépendant d'elle et tu vas toujours faire des mauvais choix pour plaire aux gens, alors qu'on est dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. Après, là, c'est anecdotique ce que je veux te dire, mais c'est que, à un moment donné aussi, par rapport à cette convention sociale, il me semble que face à Doumbé, un de tes combattants va se battre contre lui. Et sur cette fameuse phrase « t'es mort », on te voit face à la caméra à répéter cette phrase contre ton combattant alors qu'il est avec toi. La convention sociale, là, à ce moment-là, la pression sociale se dit « mais c'est quoi qu'est-ce qu'il fait, Fernand ? Est-ce qu'il envoie pas des gens au fourneau avec qui il est vraiment, quoi, on sait plus. » Non, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu répètes cette phrase-là? C'était quoi? C'était juste... Non, ça n'a pas de sens. Je vais pas répéter cette phrase-là. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais personne... Enfin, d'accord. C'est pas... nous, on avait trouvé des mots pour essayer de déjouer le t'es mort. Et en gros, on se disait entre nous, Jordan, t'es fort. Ah. On essayait de trouver des mots pour ajouter Jordan, t'es fort. Mais c'est juste que, tu sais, dans la communication, il y a des gens qui prennent le temps de communiquer tout le temps. Et toi, tu as deux choix. Ou tu les suis et tu te défends tous les jours sur les réseaux pour expliquer chaque détail de chaque machin. Et donc, du coup, tu ne travailles plus et tu passes ton temps à te justifier. Ou alors, tu laisses passer. Moi, sur ce genre de détails, je laisse passer. Parce que le gars qui a décidé de pas t'écouter, enfin, tu penses qu'il t'écoute, c'est que c'est une théorie qui existe. Il y a des gens, ils te donnent l'impression que tu donnes le meilleur de toi-même, t'expliques avec des arguments bien alignés, il t'écoute pas, donc ça sert à rien. La réalité, c'est que, je suis à mon détente et que je me dis, bon, c'est un combat, ça reste du sport. 2, je me dis, moi, c'est ce qu'on s'était dit, on va jouer à mode Jordan, t'es fort. Les autres vont dire Jordan, t'es mort, nous, on va dire Jordan, t'es fort. Bon, le gars prend, il filme, et puis il va me faire un montage en disant, bon, c'est abusé, même son coach, il a dit Jordan, t'es mort. Bon, moi, j'ai des exemples comme ça, j'en ai 10 000. Tu vois, il y a, sur Internet, par exemple, il y a des jeunes qui vont dire, ça va tes doigts? C'est un truc, il y a des jeunes qui disaient, parce que il y a un journaliste qui avait dit, tu te rends compte que Cyril était en train d'être étranglé, et pendant qu'il se faisait étrangler par John Jones, Fernand Lopez, il a dit, ça va tes doigts? Mais c'est d'une stupidité légendaire. Moi, dans la vidéo, je dis à Cyril, attaque les doigts. Ça veut dire que dès qu'il y a la guillotine, avant qu'elle ne soit verrouillée, ce qu'on dit, c'est d'attaquer les doigts, de faire des tirs. Comme les doigts sont faibles, si tu tires la main, elle est solide, tu tires un doigt, ça s'ouvre, tu tires le deuxième doigt, et le mec, il va lâcher un peu la prise et ta tête, elle peut sortir. Moi, j'ai dit, attaque les doigts. Le mec, le traducteur de RMC met, ça va les doigts, parce que c'est ce qu'il entend. Et là, le public prend et ils disent, Fernand, il est fort, qu'il est nul comme coach, il a dit, ça va les doigts. Et les gens suivent. C'est ce que je te dis, la foule suit. Mais tu as le choix, ou tu es quelqu'un de noble et tu dis, bon, je vais pas courir derrière toutes les remarques, expliquer à tout le monde tous les détails, je vais juste avancer ma live, ou alors tu te mets à courir derrière et tu dis, ah non, j'ai pas dit ça va les doigts, j'ai dit machin. Et c'est laborieux. Et en gros, ou au lieu de bosser, tu racontes ta vie. Okay. Alors que ces gens n'ont pas les problèmes que tu as. Ils n'ont pas des sociétés à développer, à vendre, ils sont pas là-dessus. Ils ont d'autres problèmes, t'as d'autres problèmes. Concentre-toi sur tes problèmes, reste focus dessus, parce que tu peux pas régler tous les petits détails de ce que les gens pensent de toi. J'ai bien compris, Fernand, et je te remercie vraiment de cette précision. Aujourd'hui, on va arriver vers la fin, le temps a passé, mais je voulais parler d'association, parce que tu as ton associé. Est-ce que selon toi, j'aimerais que tu m'en parles aussi, j'ai pas encore donné son nom, mais l'association pour toi, ça a du bon ou pas? Parce qu'on a vu beaucoup parfois de clash, mais en même temps que je te pose la question, je me dis, mais t'as un peu répondu à tout ça. Si tout est dit dès le début, une association devrait être bonne. Absolument. Donc, je te pose en fait une question, c'est une porte ouverte. La question, elle n'existe plus. Qu'en est-il de ton associé Benjamin Serfati, puisque je pense que tout est bon. C'est ce que tu vas me dire, que il faut s'associer. Tout est bon. Je vais être honnête avec toi, je ne l'appelle pas mon associé, je l'appelle mon frère.
C'est aussi simple que ça. Les gens ne comprendront pas. Tu as grandi avec des jeunes. Et un jour, tu vas te retrouver, tu vas te marier. Et puis, il y a des jeunes, des amis d'enfance avec toi qui vont dire, oui, mais c'est bizarre, on n'a même pas été invité au mariage. Et pourtant, on a vu, lui, il aime bien les choses discrètes. Il n'y avait pas beaucoup de monde à son mariage, mais on a vu qu'il y avait Benjamin. On a vu qu'il y avait, donc, genre, il s'est fait de nouveaux amis. Mais ils ne se rendent pas compte du quotidien. Il y a un truc qui existe. Un nouveau mot qui existe. Fondeur. C'est un mot qui est tout nouveau. Enfin, tu peux trouver dans le dictionnaire. Sonder, il y a certains dictionnaires qui l'ont. Et sonder, ça s'écrit comme sonder. S-O-N-D-E-R. Sonder, ça signifie prendre conscience de l'existence de l'autre et de la complexité de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est venu d'un phénomène. Il y a un dictionnaire des mots où il y a des phénomènes qu'on vit et qu'on ne peut pas expliquer. C'est venu d'un phénomène où tu regardes par ta fenêtre, tu vois les meubles qui sont en face, tu vois chaque lumière dans chaque fenêtre, et tu reconnais que dans chaque maison, là, il y a quelqu'un, au moins une personne qui a une vie aussi complexe que la tienne. Tu es dans les bouchons, tu conduis. Tout le monde dans les voitures, là, ce sont des êtres humains qui ont une vie au minima aussi complexe que la tienne. Ça te rappelle à l'humilité. Ça te rappelle à la tolérance pour juger l'autre avant de te lancer dans n'importe quoi. Ça me rappelle que quand on est là, moi je pense que ma vie elle est extrêmement compliquée, qu'elle est importante, qu'elle est machin, alors qu'en fait on est ici et notre collègue qui est à côté, le technicien, il est là avec nous, il travaille avec nous, mais il a une vie beaucoup plus compliquée parce que peut-être qu'en parallèle de ça, elle est en train de faire des études en astrophysique pour la NASA et qu'elle a un projet de ouf, mais il est là actuellement pour juste en dépannage. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Et quand tu vois ton frère être partenaire avec un autre gars que tu ne connaissais pas, mais que tu te rends compte que ton frère, il est ton frère depuis longtemps, mais ça fait 10 ans que vous ne vous voyez pas. Vous vous parlez au téléphone, vous êtes des frères. Mais la fraternité, ça s'entretient tous les jours. Et que tous les jours, il y a les enfants de Benjamin qui vivent avec mes enfants tous les jours. Et il y a sa femme qui vient avec moi tous les jours. C'est avec lui que je vais en vacances. Quand je suis dans l'eau noire, quand je suis dans la pénombre, que c'est le plus dur, t'es au front, c'est dur, il y a des histoires dures, il est devant toi, il est avec toi, il t'accompagne, il est là. C'est ça ton frère. En tout cas, pour le moment, c'est lui ton frère. Je sais qu'aujourd'hui, si je suis pas là, la première personne qui fonce chez moi pour s'occuper de mes enfants, c'est Benjamin. Automatique. Et quand Benjamin voyage, il m'envoie un texto, je ne suis pas là. S'il y a n'importe quoi, je sais que je peux compter sur toi, tu vas voir Kim et voilà. Ça, c'est ensuite, j'imagine que cette relation, elle arrive, mais au début, quand tu connais cet associé, c'est pas un frère au début, c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose, une complémentarité? Au début, c'est une amitié simple. C'est quelqu'un que je l'ai rencontré. Il était sur une formation. Il passait un diplôme de sport et moi j'étais formateur. Et ensuite on devient amis et progressivement il m'apporte un gros soutien, notamment sur moi je suis un gros travailleur mais qui n'est pas organisé. Et lui il est organisé. Et donc, du coup, il apporte de l'organisation de manière bénévole parce qu'il est débordé par ses sociétés, parce qu'il fait, moi, je fais ma vie, il fait sa vie, on est amis, mais il me donne des solutions. Comme on se voit et qu'on s'entraîne ensemble et qu'on s'entraîne souvent ensemble, on combat ensemble et tout, il m'apporte des solutions et finalement, je l'invite dans mon monde. Et je l'invite dans mon monde et je fais un alliement d'intérêt. Alliement d'intérêt, c'est simplement que quand je sens qu'il m'apporte quelque chose, je dois absolument lui apporter quelque chose en échange. C'est quoi? Des parts de ma société. Et il dit non. Il dit non, je veux pas, non, je suis pas venu pour ça, j'ai pas droit à ça. De toute façon, c'est un domaine que je suis pas un expert dessus, je connais pas, donc j'ai dit non, tu vas devenir expert.
Vaut mieux avoir quelqu'un qui est avec toi, qui sait travailler, qui est avec toi et qui n'est pas assez bon dans un domaine et vous allez vous former ensemble, que quelqu'un qui est déjà un expert très bon, mais sur lequel vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas le même alignement d'intérêt. Donc j'aligne mes intérêts avec lui et on devient amis. Le conseil que je peux donner aux gens, c'est ça. Quand tu vas pour une négociation, les jeunes managers qui écoutent, quand tu vas pour une négociation, ne cherche pas d'abord à savoir ce que tu vas gagner dans la négo. Pose-toi la question, mon alter ego qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il veut? Donne-lui au moins les 2/3 de ce qu'il veut. Donne-lui au moins la moitié de ce qu'il veut. Tu peux pas prendre tout sans donner. La meilleure négociation c'est que j'arrive et je te propose un projet et je t'annonce que tu vas gagner dans le projet. Et là, ça désamorce le truc, ça apporte de côté, ok, je suis conscient, je reconnais que tu m'apportes quelque chose. Et même au-delà du matériel, ça fait du bien aux personnes de reconnaître qu'elles t'apportent quelque chose. Au lieu de faire le mytho, tu m'apportes rien, j'ai même pas besoin de toi, mais je gratte. Waouh. Donc, et le fait que ça soit devenu maintenant un ami, au cas où, est-ce que c'est pas trop dangereux, au cas où il y a quelque chose qui, justement, parce que j'ai l'impression que jamais aucun contrat ne pourra vous séparer, ne pourra, aucun conflit ne pourra vous séparer. Est-ce que justement ça, c'est pas les croyances qu'on a, mais une fois que ça arrive vraiment, on tombe encore de plus haut parce qu'on pensait que c'était son frère. Ah oui, ça reste quand même son associé. Mais ça, c'est avec plaisir. C'est-à-dire que si la trahison et l'échec vient de ma personne que j'ai validée, alors je serai blessé, mais je serai satisfait d'être resté en phase avec moi-même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que je serai certainement blessé, mais si je ne le vis pas pleinement, alors je traverse la vie. J'ai besoin de ma relation, de le vivre pleinement, de le kiffer pleinement. Et ensuite, si ça se passe, je traverse. C'est quand on dit qu'on aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un à mot de, on aime l'être et puis on aime un ensemble de trucs autour de la personne. Et donc, du coup, on tombe amoureux d'un partenaire, on tombe amoureux de sa manière de travailler, on tombe amoureux de ça, on tombe amoureux d'un certain nombre de trucs. Sauf que le partenaire en question, on tombe sur des partenaires qui vont solliciter 100% de ton amour. Il y a certains qui te prennent 50%. Et quand tu tombes sur un gars qui te sollicite 100% de ton amour, c'est là où ça pique. Parce que le jour de la séparation, quand ça se sépare, ça casse vraiment un truc. Et en soi, tu n'es pas mort à l'intérieur, mais c'est juste que, comme tu pensais que le monde va s'arrêter quand ça va se casser, mais tu vois que le monde continue à vivre normalement. Tout avance normalement et ça te laisse fracasser à l'intérieur. Tu es broyé, tu vois là. Et donc, petit à petit, tu apprends à le faire et tu sais juste que tu dois choisir ton poison. Tu te dis, bon, je vais pas quand même vivre sans aimer, quoi. Enfin, faut que j'aime, tu vois. Enfin, j'ai besoin d'aimer et qu'on m'aime. Et ensuite, bon, ma foi, maintenant, je sais voir les red flags. Je le vois de loin, je me casse. Je vois un truc toxique, red flag, je me casse. Si je pense que la personne, elle est valable, je lui explique et je lui dis qu'est-ce qui ne va pas, comment j'aimerais. Elle m'explique comment elle veut. Et là, on construit une histoire qui est belle et qui monte. Mais en tout cas, on est obligé de vivre. Si tu n'aimes pas, si tu ne vis pas avec de la passion, tu traverses la vie. Si tu deviens un robot, il faut vivre un peu. Alors, j'ai bien compris que Benjamin Serfati, t'as vraiment amené ce côté organisationnel. Je pense que c'est la combinaison des deux qui fasse que cet empire, excuse-moi, cet écosystème existe aujourd'hui. Donc, cet écosystème, il existe aussi grâce à lui, si j'ai bien compris. Absolument. Ah oui, absolument. Je le lui dis souvent. Je lui dis souvent en disant merci.
Merci d'être là, merci d'exister, merci d'avoir été là, quoi. Enfin, ceux qui ne savent pas, mais il a été une importance cruciale dans tout le process. Même s'il a pris le train en marche et que j'avais déjà beaucoup avancé sur pas mal de choses, il a été sa part a été très importante. Hein. Tu m'as parlé de trou noir, de tunnel. Benjamin était là. Tu m'as parlé de ton cercle aussi fermé. Mais pour ceux qui t'ont mis dans le tunnel, en tout cas ceux qui ont participé à te mettre dans un tunnel, je revois le cas de Cédric Doumbé, qui est le dernier en date. Tu en veux à ces gens-là? Oui, plus maintenant. Dans le sens où la haine est un produit qui est avec toi et qui n'atteint pas l'autre. Quand tu détestes quelqu'un, aussi fort que tu veux y penser ou que tu ne veux pas de lui ou qui t'a fait de la peine ou quoi, ce que tu veux, la meilleure manière de ne pas subir ça, c'est de ne pas lui en vouloir. Aujourd'hui, tu peux donc le dire, tu n'en veux pas à Cédric Doumbé. Il n'existe pas dans ma tête. Enfin, il n'existe pas. Il faut qu'il n'existe pas. Il faut. Pourquoi il faut? Il y a une nécessité parce que sinon il peut y avoir quelque chose de grave. Il y a un processus qu'on a besoin d'avoir pour se pacifier. Et ce processus-là veut dire te pardonner toi-même déjà, pardonner à l'autre. Et c'est dans ce processus-là que tu peux trouver la paix. Sinon, elle sera difficile, la paix. Parce que dans le cadre de Cédric Doumbé, il y a eu un acharnement et une succession d'injustices. Non justifiées. Il y a eu juste un jeune homme qui décide de persécuter celui qu'il appelait grand frère. Pas grand frère parce grand frère par le biais certainement du fait qu'on soit deux Camerounais. Et je ne peut-être que j'ai fait quelque chose par erreur ou par omission ou quelque chose que je lui ai fait peut-être sans le savoir. Possible. Mais je ne m'en souviens pas. J'ai l'impression que je ne lui ai rien fait. Je lui aurais, s'il était en face de moi, je lui ai posé la question, pourquoi? Donne-moi un truc que je t'ai fait à toi. Un truc. Pourquoi? Pourquoi tant de persécutions pendant un très grand nombre d'années où la personne ne dit pas un mot, surtout. La personne esquive, elle esquive. Donc, du coup, c'est ça que je dis, mais c'est important d'avoir un processus de se dire, faut pas que tu en tiennes compte. La vie est très fragile. Voilà. Faut rester très concentré. Est-ce que tu as conscience aussi que, après, ça sera à Cédric Doumbé, j'espère, ou en tout cas, ou pas, parce que là, apparemment, il est parti, sa carrière explose, et tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Mais est-ce que tu crois pas qu'il a peut-être pris la défense de tous ceux qui ont tenu ce fameux téléphone, qui est l'image d'un contrat pour toi, et qui ont, eux, lâché ce téléphone, qui ont eu des frustrations?
Et il fallait un représentant, grosso modo, qui les venge. Ok, c'est possible. C'est possible. C'est juste une supposition. C'est possible, mais je dis encore, c'est pour ça que j'ai précisé dans ce que j'ai dit. J'ai dit, si j'avais une question, c'était pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? J'ai toujours dit à toi. Je t'ai accueilli à ma salle, je t'ai entraîné, je t'ai accompagné. Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? Quand tu as décidé que tu partais, on avait un contrat, je ne l'ai pas utilisé, j'ai jamais contesté quoi que ce soit. Pas une seule fois. Pas un truc, non. Est-ce que tu conçois, Fernand, que dans cette manière de voir, dans cette manière de procéder que tu as, ça aille à certains, comme Cyril Gann, et que ça déplaise complètement à d'autres, parce que tu peux avoir ce côté de méchant dans l'histoire. Le J.R. Ewing, pour les moins jeunes qui connaissent, le J.R. Ewing du MMA, si tu veux. En fait, le sport business, très business, et moins sport, mais très business. Et il y a des fois des gens qui se disent, attends, c'est trop. Mais trop en quoi? Je comprends pas comment ça peut être trop, parce que quand on parle de sport, parlons de chiffres et des statistiques. On est dans un pays qui s'appelle la France. Il y a combien de millions d'habitants en France? 65. 65 millions d'habitants. Combien de champions du monde à l'UFC? Combien? En France, 2. Qui est champion du monde à l'UFC? Il n'y a personne. Il y a Cyril Gann qui a été champion intérimaire. Personne. Qui a déjà fait la ceinture en France? La date. Qui a fait la ceinture en France? Personne. Cyril Gann a fait la ceinture 3 fois. Non, 2 fois. Francine Ngannou a fait la ceinture 2 fois. Donc 1 fois avec nous. MMA Factory l'a amené de 0 jusqu'à la ceinture. Est-ce que ce sont les seuls poids lourds qu'on a eu en France? Non. Il y a eu Cyril Asker, c'est poids lourd à l'UFC. Il y a eu Cheikh Congo, poids lourd à l'UFC. Il y a eu Alan Bodo, poids lourd à l'UFC. Au bout d'un moment, quand tu me dis que peut-être que c'est trop business et moins sport, je te dis, déroulons les chiffres. Quel club en France a eu 47 victoires à l'UFC, MMA Factory? L'ensemble des autres clubs, l'ensemble, je ne suis pas sûr qu'ils aient 15 victoires à l'UFC. Je pense que Manon Fiorot, elle a autant de victoires que ses combats à l'UFC. Je pense qu'elle en a 8. Je pense que si Diabaté, 2 combats à l'UFC, 2 défaites de ses élèves. Hein. Je ne parle pas de lui, je ne sais plus son nombre. Il a eu des victoires, des défaites. Mais qui a eu autant de victoires? Qui a eu autant de palmarès? Donc, parlons chiffres. Parce que le fait qu'il y ait sport business fait que les gens oublient que la mention sport, elle est très bien remplie en termes de nombre, en termes de volume. Nassoudine Oipavov, il part de 0 jusqu'à top 12 de l'UFC. William Gomis, il part de 0. Il est le numéro 24 de l'UFC aujourd'hui. 4 combats, 4 victoires à l'UFC. Qui fait ça? Mais Fernand Lopez, que je tutoie, aujourd'hui, est-ce que tu es conscient que les méchants de l'histoire réussissent trop? Et qu'un méchant dans l'histoire, il faut lui chercher aussi ses faiblesses. Et que par ces réseaux sociaux, par toutes ces attaques,
Il y a eu des faiblesses qui ont été trouvées. Et c'est ça qu'on cherche. Un méchant aussi. C'est de trouver ses faiblesses. Ok. Bon, on y est. Moi, j'ai pas de problème. Je le dis depuis le début. Je suis loin d'être parfait. J'ai pas de problème à l'assumer. J'apprends tous les jours. Je me remets en question tous les jours. Je suis loin d'être parfait. Mais je veux juste que on reste factuel et objectif. Si tu m'amènes sur le terrain de la performance sportive, je te dis qu'on est le centre le plus performant. Si tu m'amènes sur le domaine du business sport, je te dis que nous sommes les meilleurs. De tête comme ça, tu fais un calcul mental et tu sais en termes de management quelle est l'agence de management qui a le plus gros chiffre d'affaires au vu des athlètes qu'on a différemment eus à travers le temps. Du coup, voilà, à partir du moment où on a validé ça et qu'on avance, le reste, à partir du moment où tu t'exposes publiquement, tu vas être jugé. Le reste, qu'on me juge dessus, il n'y a pas de souci. La relation amoureuse, ta difficulté avec les violences conjugales, ça t'a touché? Ah, tu as mélangé beaucoup de choses. Hein. Tu m'as dit que ça, c'était le volet factuel. Ouais, c'est qu'à un moment donné, les chiffres sont là. Ouais, le méchant, faut qu'on aille le chercher ailleurs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je t'ai validé, on l'a validé en disant que oui, j'ai compris le but d'aller chercher ailleurs. Il y a des faits qui se sont passés 5 ans en arrière. C'est des faits sur lesquels la justice est passée. La personne, moi, a payé son dû à la société parce que la justice est passée. Il n'y a plus de nécessité. Mais il y a un petit frère qui décide, je vais me le faire. Il faut que je me le fasse. Et il y a d'autres personnes qui lui demandent, mais attends, tu es au courant que il y a des vrais faits et des gros faits de violence à gauche, à droite, là et tout. Tu pourrais vraiment servir la cause. Parce que c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, de mon expérience et de ce que que la vie m'a appris, je sais me contrôler. Je vais dans des associations où je peux aider des personnes en leur donnant des conseils sur les red flags de la toxicité dans le couple, sur la manière d'anticiper ces trucs-là et les conseils à des jeunes comment anticiper ces situations conflictuelles et ne pas y tomber. Tu veux aider, tu peux aller aider dessus. Explique-moi en quoi ça aide la cause de balancer ton frère sous un bus 5 ans après le fait. Du coup, je m'inquiète en me disant peut-être que les vraies victimes elles pensent qu'elles ont eu quelqu'un qui est chevaleresque qui va aider, mais ils n'aident pas en vrai. Peut-être que si tu veux aider, c'est pas de cette manière-là que tu aides. Je pense que tu peux aider différemment en apportant de l'aide, des conseils. C'est dur au niveau de son premier cercle, quand ça arrive, ce genre de situation. Quand je parle de premier cercle, c'est les enfants. Oui, c'est dur, mais j'ai une famille solide, comme je vous dis. C'est vraiment ça. C'est pas, j'ai la chance d'avoir des personnes, comme je dis, qui connaissent la valeur intrinsèque de la personne. Non, c'est vrai qu'on plus on va dans l'interview, on voit aussi, on perçoit la sensibilité aussi de l'homme, mais si on n'a pas tout ça, on se dit mais il est intouchable ce gars. Limite, qui m'énerve, il m'agace. Et on adore détester. Donc je vais adorer le détester. Ça ne me gêne pas. Comme je l'ai dit en début d'interview. La convention sociale. Convention sociale, je peux pas. Tu t'en dégages. Je peux pas. C'est trop long. C'est trop. Donc tu ne t'intéresses pas à nous. Non, c'est pas ça. C'est que je ne peux pas gérer tout le monde. Je peux pas. Je gère déjà ce que je peux contrôler. Les autres personnes qui sont du cercle extérieur, je peux pas vous contrôler. Ça veut dire que si tu décides là de penser que je suis un boucher, enfin tu
tu le décideras et je peux rien faire. C'est ce que tu crois et je peux rien faire. Je peux agir sur ce qui est concret. Si ma fille le pense, il est nécessaire que je lui explique des choses que voilà. Mais je peux pas expliquer à tout le monde, c'est long, enfin. Il y a combien de couples connus qui, sous la pression sociale, médiatique, à un moment donné, limite se sont séparés ou n'ont pas cru en cet amour qu'ils avaient ressenti au début. C'est ça que je veux te dire et que je reconnais encore là en toi, ce fait que tu aies cette force pour dire ok, mais peut-être est-ce que l'autre l'a aussi en face, cette force de se dire on laisse les autres parler, on s'aime. On peut voir ça même avec Harry et Meghan, tu vois. On l'a vu avec différents, la pression parfois peut... Bon, eux ils ont tenu, mais ils ont dû partir. Ouais, on est bien. On est bien, ma femme c'est une femme brillante, intelligente et très très solide. Très très solide. Eh ben, sur ces paroles-là, on a beaucoup de solide autour de toi. On a entendu ce mot-là avec solide pour Cyril, ouais. Cyril, solide pour ta famille, solide maintenant pour ta compagne. Je crois que c'est le mot qui résume effectivement Fernand Lopez. Est-ce que tu valides? C'est le mot qui résume le socle Fernand Lopez. Ouais. Honnêtement, je pense que j'aime ça. J'attire des personnes solides. En tout cas, sur le premier cercle, j'ai des personnes bienveillantes et solides. Et puis, le futur pour Fernand Lopez, ça va être quoi? Le futur, c'est créer un studio de cinéma, puisque tu crées tout ce que chaque besoin, tu crées donc. Ça va arriver bientôt. Le futur, ça va arriver. Lors d'une prochaine interview, on discutera de ça parce que ce sera déjà officiel et il y aura pas mal de choses intéressantes. D'accord. Ça s'arrête jamais. Bah, ça va, je suis encore jeune. Je dis que oui, je suis âgé, mais ça va, je suis encore là, tu vois. Donc, on va pas s'arrêter tout de suite. Il y a encore. Ouais. Et on ne l'arrête pas. On n'arrêtera pas. Oh. Non, c'est possible, hein. On pourrait même arrêter, mais arrêter, ça va faire quoi? Regarde, en gros, imaginons, on m'arrêtait, imaginons, on me stoppe, on me tue. Qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? C'est une affaire de temps. Je peux partir dans un demi-siècle ou je peux partir dans une demi-heure. Qu'est-ce que ça change? Faut relativiser dans la vie. On va l'arrêter pour faire croire. Ça, c'est pas la question. C'est que oui, je vais pas dire que je suis inarrêtable. S'il y a vraiment un certain nombre de personnes qui se concentrent et réussissent à mettre l'énergie forte pour te stopper, ben, tu es stoppable. Tout le monde est stoppable. Tu vois. Il y a des carrières qui montent et qui disparaissent en 2 secondes. C'est pas la question. Mais, le plus important, c'est, ça te fait quoi? On va te faire quoi? C'est-à-dire que si tu as de l'insoumission dans les veines, il n'y a rien à faire. Pire des cas, vous me rendez martyr. Enfin, l'insoumission, tu peux rien faire. Il n'y a pas de solution. Enfin, le gars qui s'en fout, tu vas faire quoi? C'est ça, il y a un âge où tu t'en fous, en fait. T'es là, tu essaies d'apporter le bien-être autour de toi, tu essaies d'apporter le bien-être à toi. Le reste, on s'en fout. Non, on s'en fout. Bah écoute, bonne leçon, très bonne leçon pour moi et pour ceux, j'espère, qui ont vu l'interview, parce que il y a de la sérénité, il y a eu de l'émotion, il y a eu de la franchise, et il faut rester solide, hein, j'ai envie de dire. Merci Fernand, à bientôt, puisqu'il va y avoir des nouvelles des nouvelles révélations. Absolument, à bientôt. Merci à toi. Eh bien voilà, vous venez de finir l'interview de Fernand Lopez. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je sors tout droit de son club et nous avons confectionné, élaboré plutôt quelque chose pour vous. Vous qui êtes en projet, vous qui avez une entreprise ou même si vous êtes salarié, vous voulez des revenus complémentaires, nous vous avons fait un guide détaillé, complet pour que vous alliez à la réussite de vos projets. Ce guide
on vous le donne gratuitement. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de nous mettre votre prénom et votre mail pour que nous puissions vous l'envoyer. Cliquez dans le lien dans la description ci-dessous. Ce guide, c'est de l'or. Alors allez-y, il est détaillé et c'est droit vers la réussite. Petit conseil, vaut mieux s'adresser à des gens qui ont réussi et qui sont millionnaires, voire multimillionnaires, que de s'adresser à des gens qui parlent et qui n'ont rien fait. Et là, pour le coup, ce sont des gens qui ont réussi. Fiez-vous à eux et nous avons l'honneur de vous passer ce guide complet. Alors n'hésitez pas, téléchargez, c'est pour vous. Ciao!